Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir à tous. Alors, pour les familiers de la formule, je vais laisser quelques secondes, le temps que les gens puissent se brancher et ne rien manquer. Alors, on est rendu à une centaine de personnes tranquillement qui arrivent. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue. On est rendu à environ proche de 200 personnes. On a des inscriptions d'environ 300 personnes pour ce soir. Alors, le branchement est un peu plus long que d'habitude. Alors, bonsoir à tous. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Alors, on est rendu presque à 200. À 200, je vais partir parce que... Alors, ça commence à se stabiliser proche de 200. Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance d'information sur les chantiers majeurs dans les quartiers du Vieux-Limoilou et de Mézeray. Alors, c'est mon nom, Yann Pelletier. Je suis conseillère en consultation publique à la Ville de Québec et ça me fait plaisir d'animer cette soirée d'information. Alors, juste pour vous rappeler les objectifs de cette séance, alors on va informer sur la nature et l'échéancier des travaux qui sont à venir pour 2023 dans vos quartiers du Vieux-Limoilou et de Mézeray. Nous aurons aussi, nous pourrons entendre vos préoccupations et répondre aux questions. Je vous rappelle aussi que la séance est enregistrée. Alors, elle sera disponible dès demain sur le site web de la Ville. Et je vous présente tout de suite les personnes qui nous accompagnent ce soir. D'abord, l'élu responsable du dossier, alors Mme Maude Mercier-Larouche, qui est membre du comité exécutif et responsable du projet du tramway. Bonsoir. Nous avons aussi toutes les personnes ressources de la Ville qui vont faire la présentation, vu qu'il y a plusieurs chantiers qui vont avoir lieu cette année. Alors, plusieurs services de la Ville sont interpellés. Alors, on a pris les meilleurs ce soir là, pour vous faire la présentation. Alors, tout de suite, on commence par M. Benoît Mimeau, qui est chef de tronçon au bureau de projet du tramway de Québec, qui s'occupera davantage de la section pour les travaux préparatoires au tramway. Bonsoir tout le monde. Il est accompagné de sa collègue Annie Dufour, qui est chef d'équipe aux communications au bureau de projet également. Elle s'occupera davantage pour la section des communications et des relations avec la communauté. Bonjour. Elle est accompagnée de M. Pascal Laliberté, qui est conseiller en planification du transport. Alors, M. Laliberté, c'est davantage pour le sujet qui va toucher le réaménagement de la 8e rue et de la 8e avenue. Bonsoir. Nous avons également M. Marc Desrivières, qui est directeur du service du transport et de la mobilité intelligente. Et également Mme Martine Turgeon, qui est conseillère à la planification des services du réseau de transport de la capitale, en toutes les questions au niveau du transport du RTC. Bonsoir. Alors, il y a d'autres personnes que vous ne voyez pas présentement. On est en mode webinaire. Alors, il y a au moins une dizaine de personnes ressources de la Ville, du RTC qui sont présents pour appuyer leurs collègues ou pour répondre à toutes vos questions concernant les chantiers de 2023. Et pour vous rejoindre, d'ailleurs, nous avons envoyé 17 000 invitations porte à porte dans votre secteur, dans vos quartiers, ainsi qu'on a fait aussi beaucoup de publicité sur la page web du site web de la Ville. Au niveau du déroulement, c'est assez simple pour les habitués et pour les nouveaux. Alors, la première partie concerne la présentation des différents chantiers 2023 et par la suite, on aura une période de questions où on tentera de répondre au maximum de questions que vous nous poserez. Alors, la durée de la présentation est environ 40-45 minutes et par la suite, on aura la période de questions qui dure environ 1 heure. Alors, sans plus tarder, avant de vous parler des fonctionnalités Zoom, je vais laisser Mme Maude Mercier-Larouche faire le mot de bienvenue. Merci beaucoup, Anne. Bonsoir à tous. Je suis contente de voir la réponse ce soir. On est plus de 200, donc c'est intéressant. On voit que vous avez un intérêt pour savoir ce qui arrive dans vos quartiers et je vous comprends tout à fait. Parce que l'objectif de ce soir, Anne l'a bien mentionné d'entrée de jeu, c'est de venir à votre rencontre pour vous parler, dans le fond, de ce qui s'en vient chez vous, notamment en lien avec les travaux, la nature des travaux. On a le goût de savoir ce que c'est quand ça s'en vient chez nous et l'échéancier aussi, quand ça va arriver. Parce que l'objectif aussi, c'est de vous donner de la prévisibilité.
vous savez, à la Ville de Québec, on se met toujours à votre place. À savoir, quand on arrive avec des travaux, on veut faire en sorte que nos citoyens aient de la prévisibilité pour savoir, pour éviter qu'ils se lèvent un matin, qu'ils retrouvent une entrave dans leur rue ou bien dans leur secteur pour pas se rendre à porter l'enfant à la garderie, à l'école ou tout ça pour pouvoir se rendre au travail ou emprunter un corridor cyclable, etc. Donc, c'est vraiment l'optique, c'est l'optique qu'on poursuit ce soir, en fait. C'est notre volonté de venir à votre rencontre pour évacuer, en fait, toutes les préoccupations que vous avez. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on vient en grand groupe. Vous l'avez vu, quand on se déploie de cette façon-là, ça fait quelques moments qu'on est rodé. Là, on en a fait quelques-unes, des consultations, des séances d'information similaires. Donc, on réussit à répondre à bon nombre de questions dans la soirée. On a une belle formule qui fonctionne bien. Maintenant, ça peut arriver des fois qu'on n'ait pas toutes les réponses à vos interrogations, que les équipes vous proposent de vous revenir par la suite, mais sachez qu'on s'efforce toujours, si on n'a pas une réponse, de revenir vers vous. On prend vos coordonnées. Ou si à la fin de la soirée, on n'arrive pas à répondre à toutes les questions, ça arrive. On a eu des consultations qu'on était plusieurs. On est quand même un bon groupe ce soir, 212 même. Là, je vois qu'il y en a d'autres qui s'est ajouté dans la dernière minute. Donc, on prend soin de revenir vers vous. L'objectif, c'est vraiment de s'engager devant vous ce soir à vous donner toutes les réponses à vos questions dans la plus grande transparence possible. Je vous rappelle, je le sais que des fois, il y a des sensibilités aussi à l'égard du projet du tramway. Ce soir, on est vraiment là pour parler des travaux qui s'en viennent chez vous et non pas du projet en soi ou de l'enveloppe du projet du tramway. Je sais que c'est sur certaines lèvres depuis quelques jours déjà. On a eu un plénier à la ville, mais ce soir, les équipes sont là et je veux qu'on les utilise à profit, en fait, pour répondre à vos questions sur les chantiers et non pas sur le projet en soi. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Vous l'avez entendu de la part d'Anne. On commence par une présentation et ensuite, c'est la table est pour vous. C'est l'occasion de poser toutes vos questions puis d'éliminer les zones grises. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et j'en profite également pour souligner la présence de Jackie Smith, qui est votre élu du secteur de Limoilou, qui est avec nous ce soir. Donc, bonsoir, Jackie. Voilà. Alors, Anne, je vous recède la parole. Bonne soirée à tous. Merci, Madame Mercier-Larouche. Alors, concernant juste un peu le fonctionnement pour Zoom, alors si vous faites bouger votre curseur dans le bas de l'écran, vous devriez voir l'outil Q et R. Alors, c'est vraiment l'outil qui va nous permettre de communiquer avec vous, là, principalement. Vous pouvez poser vos questions par cet outil. Peut-être attendre à la fin, là. Il y a beaucoup de questions, vous allez voir, sont répondues durant la présentation. Alors, je vous invite à le faire. Pour ceux et celles qui sont moins à l'aise avec l'outil QR, mais vous préférez aussi utiliser la main levée. Alors, toujours en déplaçant votre curseur dans le bas de l'écran, il y a l'outil « Lever la main » et à ce moment-là, on vous accordera le droit de parole là, en ouvrant votre micro pour que vous puissiez poser votre question oralement. Alors, mon collègue Daniel Leclerc, qui est aussi conseiller en consultation publique, va me soutenir pour l'animation, la gestion des questions. Mais avant, M. Mimo va commencer la partie de la présentation qui concerne les travaux préparatoires au tramway. Merci beaucoup, Anne. Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent en si grand nombre. Il me fait plaisir de venir vous présenter l'ensemble des travaux qui vont se réaliser dans le quartier du Vieux-Limoilou et Mézeray en 2023. Pas uniquement les travaux qui seront faits dans le cadre des travaux préparatoires du tramway, mais des travaux qui seront faits aussi sur différents chantiers que la Ville de Québec a dans le quartier du Vieux-Limoilou et Mézeray. Donc, si on regarde le contenu de la présentation ce soir, on va faire une mise en contexte sur les travaux 2023. On va regarder les travaux préparatoires spécifiquement qui vont être réalisés pour le projet de tramway. On aura une partie de la présentation qui sera consacrée au réaménagement qui sera fait de la 8e rue, aussi du réaménagement de la 8e avenue au niveau des projets de pistes cyclables. On va parler des mesures d'atténuation pendant cette période de chantier. On aura un point sur les communications et les relations avec la communauté. Et à la fin, là, on aura une longue période de questions pour essayer de répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, si on continue au niveau de la mise en contexte, donc dans les quartiers du Vieux-Limoilou et Mézeray en 2023, on a séparé les travaux en 2 blocs. Un des premiers blocs, c'est vraiment les travaux préparatoires pour le tramway. Majoritairement, les travaux qui seront faits, ce sont des travaux de réfection des réseaux techniques urbains. Donc, ce qu'on appelle les RTU, toutes les conduites souterraines pour Hydro-Québec, Bell, Vidéotron, toutes les entreprises qui donnent des services en télécommunication ou en énergie. Donc, ces travaux-là vont être faits pour la partie du tramway.
Et il y aura aussi un chantier qui sera fait au niveau d'une conduite d'aqueduc qui est à déplacer sur la 4e avenue. C'est une conduite qui doit être déplacée sur le boulevard des Capucins. Donc, c'est toujours là, dans le but là, de préparer l'arrivée pour le partenaire privé qui sera responsable de construire les infrastructures du tramway. La deuxième section, c'est vraiment beaucoup plus des travaux qui sont faits dans le cadre de chantiers ville. On a notamment là, des chantiers pour bonifier le réseau cyclable. On a aussi des chantiers au niveau de la construction d'une conduite de vapeur qui va se faire là, dans le quartier Mézeray, là, près de Henri Bourassa. Et on a aussi la réfection de différentes infrastructures municipales qui sont faites à même le chantier. Donc, au niveau des travaux préparatoires du tramway, on fait un petit retour uniquement sur l'insertion du tramway sur son 19,3 km. Donc, c'est vraiment l'insertion du réseau qui est la colonne vertébrale du transport en commun, où on vient traverser pas plus, mais 13 quartiers. On vient traverser 13 quartiers au complet. Et on retrouve 29 stations, donc dont 5 pôles d'échange sur le tracé du 19,3 km. Il y a une moyenne d'environ 690 mètres entre chaque station. Donc, si on vient dans la partie S du tramway, donc l'insertion dans le Vieux-Limoilou et Mézeray, une insertion là, qui s'est faite avec différents objectifs. Il y avait vraiment la notion d'insérer le tramway de façon harmonieuse dans les quartiers traversés. Il y avait toujours d'assurer l'accessibilité de tous les usagers. Donc, on sait qu'il y a différents usagers de la route, trottoirs, des pistes cyclables, des réseaux de transport en commun actuellement en place. Donc, il y avait tous ces éléments-là regardés pour assurer l'accessibilité de tous les usagers pour accéder au quartier, assurer une bonne intermodalité, donc tout ce qui est la connexion avec les réseaux routiers, mais aussi la connexion avec le tramway, avec le réseau autobus existant et aussi par les réseaux cyclables qui sont existants et qui seront projetés là, dans les quartiers. On a toujours aussi la volonté là, de bonifier la canopée tout au long là, du chantier qui débute dans vos quartiers là, à partir de 2023. Donc, au niveau de l'insertion, on a vraiment deux types d'insertion qui sont considérés dans le Vieux-Limoilou et Mézeray. On a une insertion qu'on considère dans un milieu urbain qui est plus dense et plus contraint, avec différents objectifs qui est d'assurer la qualité de vie du milieu, accompagner la hausse significative de la pratique et de la marche et du vélo et de respecter l'identité du quartier. Donc, c'était vraiment ce qui était regardé plus précisément dans les sections en jaune. Et les sections en bleu, on considère que c'est un milieu qui est plus urbain et en consolidation. Donc, il y a vraiment la notion de venir soutenir la planification urbaine et l'accessibilité des secteurs. Donc, on a participé dans les visions de toute l'élaboration de la vision de quartier de la Canardière. Donc, c'est important pour nous de venir insérer le tramway à même ces visions, assurer la connectivité, la fonctionnalité du réseau routier, donc tous les axes, là, Henri Bourassa, 18e rue, très important d'assurer cette connectivité et que son bon fonctionnement et aussi là, de sécuriser les modes de transport actifs qu'on y retrouve. Donc, si on fait juste un petit survol de l'insertion avec quelques images, lorsqu'on part de la partie la plus à l'ouest de l'insertion dans le Vieux-Limoilou, on se retrouve là, ici, au niveau de la station de la 3e avenue qui va se retrouver à l'intersection de la 4e rue et de la 3e avenue. Donc, pour le secteur, il y a vraiment la notion là, de venir, qu'il y a un bon potentiel de requalification urbaine. Donc, l'insertion du tramway permet de revoir là, toute cette axe important là, qui est un peu la porte d'entrée là, du Vieux-Limoilou à partir du pont de Rouen. Donc, par l'insertion du tramway, on fait des acquisitions de terrain, puis ces acquisitions de terrain-là vont permettre là, de venir revoir puis de requalifier tout le secteur, là, entre la 3e avenue et la 1re avenue. Donc, toute la notion de nouvel espace public, comme on peut le voir sur l'image, bonification d'unification des deux points de convergence, le 4e rue, 3e avenue, et aussi d'avoir un lien important entre le parc linéaire de la rivière Saint-Charles et le Vieux-Limoilou. Donc, si on se déplace un peu plus vers l'est, donc on se retrouve ici à la station du Cégep de Limoilou.
Donc, à la station du Cégep de Limoilou, sur cette image-là, on se retrouve à vol d'oiseau au-dessus du viaduc de la Canardière. Donc, on peut voir à gauche de l'image la voie de circulation auto de Capucin. Et on voit au centre de la chaussée de Canardière l'insertion du tramway avec les deux stations qui vont venir desservir le quartier et les institutions, dont le Cégep, qu'on y retrouve là, avec une station de part et d'autre. Donc, c'est vraiment un endroit important de lieu de correspondance pour le transport en commun. Il y aura des connexions possibles entre le service d'autobus du RTC et la ligne tramway. Donc, c'est un espace public en lien avec le cégep et la station et aussi les aires de restauration qui sont à proximité. Il y a une identité et un rythme en lien avec les places. Donc, on retrouve là, au niveau de la 3e avenue, la place Limouloise, sur la 4e avenue, la place Sylvain-Lelièvre. Et là, maintenant, on va retrouver, là, par l'insertion du tramway, dans le secteur à l'intersection de Capucin et Canardière, une autre place publique là, en lien là, avec l'axe du tramway. Donc, on parle de l'implantation d'une zone de connexion intermodale vélo, tramway, bus, qui est vraiment la zone où on retrouve les parcours métrobus actuels, un abri d'autobus, mais qui servira aussi d'abri à vélo, où les gens pourront déposer leur vélo pour utiliser le transport en commun. Si on se dirige encore un peu plus vers l'ouest, vers l'est, donc on retrouve le viaduc de Canardière qui va devoir être fait pour l'insertion du tramway. Donc, on le voit ici, donc sur l'image, on ne voit pas le tramway. Ce n'est pas une image qui est encore disponible, mais il faut s'imaginer que le tramway se retrouverait à gauche là, dans les voies de circulation de gauche. Donc, en refaisant le viaduc, on en profite pour venir bonifier tous les espaces pour les piétons et les cyclistes de part et d'autre. On vient élargir les trottoirs. On vient aussi insérer un aspect architectural sur le viaduc, donc pour améliorer là, la qualité visuelle du paysage et l'expérience des usagers là, sous le viaduc. Et il y a une insertion là, dans le tissu urbain, l'ouvrage d'art, pour assurer une meilleure liaison entre les quartiers du Vieux-Limoilou et Mézeray. Donc, c'est vraiment la limite entre les deux quartiers. On se déplace encore un peu plus vers l'est. On se retrouve à la station Bardy. Il y a une bonification des espaces publics et de l'attractivité du cœur du quartier. Donc, on se retrouve vraiment devant l'église Saint-Pascal où la station Bardy sera localisée avec la place publique qu'on retrouvera autour. On vient quand même respecter tout le cadre Bardy et il y a une interface faible entre le transit routier principal et le tramway. Il y a une interaction qui se fait à cet endroit-là au niveau de boulevard La Canardière, la 18e rue, et là maintenant l'insertion du tramway. Donc, ça a été présenté dans nos rencontres qu'on a tenues en juin dernier dans l'insertion plus précise, mais comment la circulation va se redistribuer à cette intersection. On arrive ensuite à la fin du tracé du tramway dans Mézeray. Donc, on a traversé le Vieux-Limoilou, on est dans Mézeray, on arrive au pôle d'échange d'Estimauville où on retrouve là, vraiment la station du tramway, la station de fin du tramway ou de début. Et on retrouve aussi 15 quais d'autobus. Donc, c'est là le lieu de correspondance entre le transport en commun d'autobus et la ligne tramway. On retrouve aussi un stationnement pour le système de transport adapté de la capitale. Donc, les gens qui voudraient venir faire une correspondance avec le tramway. On va retrouver aussi des vélostations. Donc, il y aura au moins 45 places qui seront sécurisées pour les vélos. On retrouvera aussi d'autres supports à vélo, environ 75 places. Il y a une place publique qui est intégrée au pôle d'échange et aussi on retrouve là, un potentiel de développement immobilier à la fin du projet là, quand le terrain sera entièrement complété par l'insertion du pôle d'échange. Il restera quand même un potentiel de terrain pour un futur développement immobilier. Donc, au niveau des travaux préparatoires, les objectifs visés par ces travaux préparatoires sont vraiment de maintenir des services municipaux. Donc, on veut réduire les impacts sur les citoyens, on veut préparer le terrain, on veut s'assurer que lorsque le chantier du tramway débutera, il y ait le moins possible d'interruptions
sur les réseaux municipaux. Donc, on essaie de bien contrôler tous les travaux au niveau de l'aqueduc, au niveau des égouts. Donc, on a beaucoup de choses qui viennent bonifier les réseaux. On vient bonifier la canopée. On en profite avant le chantier du partenaire privé pour déjà compenser, par exemple, pour des arbres qui seraient abattus. Donc, on vient déjà bonifier la canopée par les plantations. Là, on pourra vous montrer dans la présentation qu'est-ce qui va être fait pour bonifier la canopée. On vient faciliter les déplacements. Donc, on vient prévoir déjà les voies de détour en chantier pour s'assurer que lorsque la construction débutera, les voies de détour, eux, ne soient pas en travaux pour permettre d'avoir service automobile, les autobus, les piétons et les vélos puissent continuer à circuler. Et on veut aussi contrôler les chantiers de réalisation, là, minimiser les risques pour le partenaire privé. Lorsqu'il il arrivera sur le chantier, il y aura déjà des interventions stratégiques qui auront été faites pour permettre d'accélérer son échéancier. Au niveau des types d'interventions qu'on peut faire, on peut en faire sur les réseaux souterrains, les réseaux techniques urbains, comme j'ai parlé, réseaux d'aqueduc, mesures d'atténuation pour la circulation, réaménagement de certaines rues, installer le gestionnaire artériel sur différents feux de circulation peuvent être des mesures d'atténuation, pavage de voies de contournement. On peut réaliser aussi des ouvrages d'art, par exemple, comme on va le faire le pont d'étagement du CN au niveau de la Canardière. On peut faire aussi, par exemple, des inventaires archéologiques, des fouilles archéologiques là, qui permettent de venir sécuriser des endroits sur le terrain. Donc, on vient déjà voir s'il y aurait des potentiels archéologiques pour éviter, par exemple, que le chantier soit arrêté plus tard par une découverte. On peut faire des forages géotechniques, de la décontamination, on peut déplacer les œuvres d'art ou même les protéger. Au niveau de la foresterie urbaine, on peut faire déjà des transplantations, faire des nouvelles plantations ou protéger des arbres qui sont existants lors du chantier. Si on regarde la carte qui est ici, la carte vient vous montrer ici de 1 jusqu'à 8 l'ensemble des travaux préparatoires qu'on aura à faire en 2023 dans le quartier du Vieux-Limoilou et dans Mézeray. Le point 1 est vraiment le chantier de Capucin et 4e Avenue qui va se faire au niveau au sud de Limoilou, donc du Vieux-Limoilou, donc qui va vraiment débuter là, au mois de juillet pour venir se continuer tout au long de l'année jusqu'à la fin de l'année, jusqu'en décembre. On a tout les points 2 à 5, ce sont des travaux de réseau technique urbain. Le premier chantier débutera dans le secteur de l'intersection Capucin et Canardière, dans le secteur du cégep de Limoilou. Donc, débuterait en juin. Et d'autres travaux qu'on a, travaux RTU au niveau de la 3e, 5e rue, d'autres au niveau de la 18e rue et Henri Bourassa, et d'autres travaux plus dans la partie Est au niveau de Bruno et Niverville. Donc, qui vont s'échelonner dans le temps là, à partir là, mois d'août, septembre, et qui vont continuer là, jusqu'à la fin de l'année 2023. On a aussi un inventaire archéologique à réaliser qui sera fait au mois de juin. C'est un inventaire archéologique qui ne sera pas fait. Je sais que vous en avez eu des inventaires archéologiques qui ont été faits dans le Vieux-Limoilou au niveau de la 4e rue. L'inventaire qui reste à faire est sur un terrain privé, donc n'aura pas d'impact direct sur la circulation. On a aussi une relocalisation d'un bâtiment du CN. Donc, c'est un bâtiment du Canadien national qui est situé à proximité du viaduc, qui doit être relocalisé à proximité du parc Conway, étant donné que ce bâtiment-là doit être replacé avant le début des travaux de reconstruction du viaduc. Et on aura aussi le réaménagement du Jardin des Sables, qui est un jardin communautaire qui est affecté par les travaux du chantier de Capucin et de 4e Avenue. Et étant donné qu'on vient jouer sur la fonctionnalité du jardin et comment il y avait été construit à l'époque avec une membrane pour protéger des sols qui étaient contaminés. Donc, il y a une réhabilitation qui doit être faite du jardin et il y aura un réaménagement qui sera fait à la fin du chantier. Au niveau des autres chantiers, donc on le retrouve de la lettre A jusqu'à E. Il y a vraiment toute la réflexion de la 8e rue pour le passage Anderson qui va commencer en juin. On a une piste cyclable sur la 8e avenue. Il y a à la lettre C, la construction d'une conduite de vapeur qui se fera au niveau en bordure de la rue Montmorency et du boulevard Montmorency et du boulevard Canardière jusqu'à Henri Bourassa.
On a le viaduc de la 18e rue qui débutera en chantier à partir de l'été. Et on a aussi une réfection de la 18e rue pour la partie souterraine qui sera faite qui débutera autour là, du mois de septembre. Donc, si on regarde dans le cadre du projet du tramway, donc ce qu'on fait au niveau de la foresterie urbaine, donc au niveau des priorités puis des engagements qui ont été faits, donc on a tout le volet de protéger. On a une partie qui est le volet qui est de bonifier, d'assumer et d'engager. Lorsqu'on parle de protéger, donc c'est vraiment toutes les nouvelles pratiques et des exigences strictes qui sont données pour la protection des arbres en chantier pour ne pas venir affecter sa survie. Donc, les arbres sont protégés. Par contre, lorsqu'il y a des abattages qui sont nécessaires, il y a toute la notion de venir bonifier. Il y a une stratégie de végétalisation qui nous permet de compenser pour chaque arbre coupé, de reboiser 20 arbres. Assumer, donc, il y a une prise en charge qui est rigoureuse au niveau des experts de la ville pour s'assurer des arbres qui ont été, par exemple, protégés, qui survivent ou des nouveaux arbres, s'assurer leur survie dans le temps pour pas venir affecter leur croissance. Donc, il y a vraiment une prise en charge rigoureuse de chaque arbre. Et il y a toute la notion d'engager. Il y a certains arbres qui sont plantés sur des propriétés privées que la ville assumera là, la responsabilité pour son entretien et s'assurer de bonne survie. Lorsqu'on regarde dans le vieux Limoilou, dans la zone d'influence des travaux qui seront faits en travaux préparatoires par le tramway, il y a 185 arbres qui ont été inventoriés. Sur les 185 arbres, on est en mesure d'en protéger 159. On constate qu'un arbre est protégé s'il peut être replanté aussi. Donc, il y a des arbres dans les 159 qui sont protégés qui ont pu probablement être déplacés. Donc, qui représentent 86 de tous ces arbres. Et il y aura quand même l'abattage de 26 arbres qui seront faits. Par contre, dans le cadre des chantiers et dans la stratégie de bonification de la canopée, on fera en 2023 une plantation prévue de 165 arbres. Donc, on garde toujours, là, il y a le rappel à la fin de cette diapositive du ratio de compensation qu'on doit maintenir pour chaque arbre coupé, de reboiser 20 arbres. Au niveau du quartier Mézeray, donc on calcule qu'il y a 227 arbres dans l'aire d'influence des travaux préparatoires qui seront faits. On est en mesure de protéger 217 arbres qui représentent 96 et on aura de l'abattage sur 10 arbres et une plantation prévue de 429 arbres dans le quartier pour la saison 2023. Donc maintenant, je passerai la parole à M. Pascal Laliberté qui va vous parler des travaux de réaménagement de la 8e rue. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, on va vous présenter assez succinctement là, les travaux de la 8e rue et de la 8e avenue là, qui ont entre autres un lien avec l'ajout d'un axe cyclable et l'amélioration aussi des déplacements piétons et bonification de la canopée. Donc, prochaine diapo. Là, je n'ai pas le contrôle en ce moment. Ça. Merci. Donc, les objectifs du projet de la 8e rue. Donc, c'est d'aménager un lien cyclable sécuritaire, confortable et 4 saisons entre la passerelle de la Tortue et la 3e avenue. Donc, de lier l'écoquartier Pointe-aux-Lièvres et même jusque Saint-Sauveur avec le quartier du Vieux-Limoilou, la rue commerciale. On veut réaménager l'allée piétonne du passage Anderson, qui est le petit espace vert entre la rivière Saint-Charles et la 1e avenue. On veut bonifier le verdissement, entre autres, favoriser aussi le lien entre la rivière Saint-Charles en termes de végétalisation avec le reste de la rue, apaiser aussi la circulation et favoriser un meilleur partage de la chaussée. Ce qu'on prévoit comme travaux, c'est de commencer début juin et de terminer à la fin août de cette année. Un petit détail là, de ce que c'est pour ceux qui sont plus visuels, là, je l'ai décrit, mais vous allez le voir. Donc, on part de la rivière Saint-Charles et on s'en va jusqu'à la 3e avenue. Qu'est-ce que ça comporte exactement? Là? Vous avez une vue une vue conceptuelle qu'on appelle là, avec les différents éléments qu'on vient rajouter. Donc, vous avez évidemment la connexion avec la passerelle de la Tortue qui est déjà existante
avec ce lien-là. On vient élargir la piste du passage Anderson pour, entre autres, là, avec les différents modes de transport là, qui sont il y a beaucoup de piétons, il y a beaucoup de vélos, il y a des quadriporteurs, donc on veut tenir compte de ça dans le secteur. C'est une piste multifonctionnelle, donc ce n'est pas seulement des cyclistes, mais aussi des piétons et d'autres usagers qui peuvent l'utiliser, d'où l'élargissement pour un meilleur confort de tout le monde. On va aussi réaménager l'ensemble du passage Anderson. Là, vous avez au bas de la piste une zone piétonne qui est plus une zone de repos avec banc de parc, végétalisation. On veut mettre aussi des jardins de pluie là, pour faciliter le drainage du site de manière naturelle. On vient replanter des arbres. On vient aussi mettre en valeur, là, pour ceux qui connaissent le coin, il y a il y a des œuvres d'artistes là, qui sont à mettre en valeur, qu'on vient mieux positionner aussi avec la traverse, cette petite aire de repos-là. On vient mettre des saillies drainantes dans nos intersections et on vient améliorer aussi l'intersection, la sécurité avec la première avenue. Ça, c'est pour le tronçon entre la première et la rivière Saint-Charles, donc ce qu'on appelle le passage Anderson. Pour ce qui est du tronçon je dirais plus dans la rue, donc entre la première avenue et la troisième avenue, vous avez ce qu'on va réaliser. Donc, en termes d'aménagement cyclable, vous avez une chaussée désignée du côté nord. On vient retirer le stationnement pour améliorer le niveau de sécurité, éviter les risques d'emportiérage aussi, et pour vraiment donner l'espace pour que les cyclistes puissent circuler aisément en même temps que les automobilistes sur ce secteur-là. De l'autre côté, vous avez une bande à contresens qui va être au même niveau que que le trottoir, pardon, et qui va permettre aussi un déneigement plus facile. Et pour éviter l'emportiérage de ce côté-là, on a une zone tampon là, que vous voyez qui est identifiée en bas, ainsi qu'une bande de guidage, entre autres pour les personnes avec des limitations visuelles, et aussi pour bien délimiter l'espace entre le trottoir et la piste cyclable à contresens. De ce côté-là aussi, on conserve du stationnement, donc ça permet aussi aux résidents de conserver des places. On vient bonifier l'intersection, on vient faire une intersection surélevée en lien, entre autres, avec le corridor scolaire vers l'école de la Grande Hermine. On vient mettre des saillies de trottoir, on vient planter des arbres. En fait, pour le passage Anderson, on vient planter environ une vingtaine d'arbres et pour l'espace sur la rue, à peu près une vingtaine également. On vient aussi enlever à peu près 400 mètres carrés de surface perméable, entre autres, entre la première et la deuxième avenue. On vient rétrécir la largeur de la rue qui est très large pour permettre d'avoir une rue qui est plus verte et avec une surface perméable moindre. Aussi, on vient régulariser la largeur des trottoirs sur l'ensemble de l'axe. Vous avez ici une vue 3 dimensions de ce à quoi ça va ressembler. Donc, vous avez notre saillie végétale, la piste à contresens avec la petite bande de lignage de guidage en gris pâle. Vous avez la zone tampon entre la piste cyclable et les voitures stationnées. Vous avez la chaussée désignée et la voie de circulation. Le sens unique est maintenu de l'est vers l'ouest. Pour ce qui est de la 8e avenue, donc, les objectifs de ce lien-là, c'est d'aménager aussi un lien cyclable sécuritaire, confortable les 4 saisons. Pourquoi aussi, c'est important, là, il y avait une mise à niveau qui était nécessaire par rapport à la 8e avenue. C'était une bonne demande des cyclistes de pouvoir conserver cet axe-là cyclable 4 saisons, donc il nécessitait des interventions pour permettre ça. Entre autres, vous allez voir là, avec ce que je vais vous présenter. Bonifier le verdissement, donc planter des arbres, entre autres, apaiser la circulation, favoriser un meilleur partage de la chaussée, puis assurer un accès sécuritaire aux institutions scolaires. Il y en a beaucoup. Il y a le cégep, il y a les écoles secondaires, il y a la formation professionnelle, l'école primaire, si on y va un petit peu dans l'ordre du sud vers le nord. Les travaux qui sont prévus de la mi-juin à la mi-novembre cette année. Vous allez voir là, le détail des tronçons là, que je vais vous montrer. Bon, un petit détail là,
dans l'espace. Donc, pour 2023, les travaux vont s'étendre de la 24e rue jusqu'au chemin de la Canardière. Donc, ce qu'on vient faire, on vient terminer les travaux entre la 24 et la 18 qu'on a débuté l'année dernière et on vient faire les travaux entre la 18 et entre la Canardière et la 24e rue et finir le reste des travaux. À compter de l'automne 2024, donc on va se diriger vers le sud. Donc, on va venir travailler entre la Canardière et la première rue, donc pour terminer l'ensemble de l'axe en 2024. Une vue en coupe là, de ce à quoi ça va ressembler. Donc, vous avez du côté est, donc mettons côté cégep, vous avez un élargissement des trottoirs. On vient mettre la piste cyclable aussi avec double sens, une bidirectionnelle, comme on appelle. Une zone tampon entre la piste et la rue. Une voie de circulation, donc on vient faire un sens unique sur l'ensemble de la rue. Donc, il y a des secteurs qui étaient déjà en sens unique qu'on conserve et d'autres dont on vient faire un sens unique. On maintient aussi du stationnement du côté ouest et on vient élargir le trottoir du côté ouest. En termes de visuel, voici à quoi ça peut ressembler. Là, ici, on est en face du parc Ferland, école Brébeuf. Donc, vous avez à peu près ce que je viens de dire en coupe, mais en image. Donc, le trottoir bonifié, la piste cyclable bidirectionnelle, la zone tampon, la voie de circulation auto. Ici, dans ce cas-ci, on vient faire une surélévation de l'intersection pour améliorer la sécurité et on vient réaménager aussi les coins avec des gonflements de trottoir et des saillies végétales. Pour ce projet-là, en termes de plantation, on vient surtout planter des arbres dans les saillies de trottoir. Le nombre exact, là, je ne l'ai pas sous la main, là, mais on vient quand même en mettre plusieurs. Puis, on permet aussi d'avoir vraiment une rue sécuritaire pour l'ensemble des usagers, que ce soit les piétons, les cyclistes et les automobilistes. Oups, on vient de faire un retour vers le futur, le passé du futur. Voilà, merci. Merci Pascal, désolé pour les diapositives qui se sont répétées. Donc, on est au niveau maintenant des mesures d'atténuation pour limiter les perturbations pendant ces différents chantiers. Donc, si on regarde les différentes mesures d'atténuation déployées tout au long du chantier de construction sont adaptées là, à la nature des travaux et des secteurs. Si on regarde les grands volets de ces mesures, donc on parle des mesures d'atténuation qui sont concernant le bruit, au niveau de la circulation, au niveau de l'accès au commerce, au niveau de l'accessibilité universelle, là, autant de tout le monde, donc qui ont à se déplacer sur la rue avec certaines limitations. On va parler aussi du volet communication, comment on va venir rejoindre les gens pour informer de l'avancement des travaux. On a aussi toute la question de gestion des poussières que l'on prend en considération dans les chantiers. Au niveau du bruit, donc il y a différentes clauses qui sont mises dans les devis des entrepreneurs qui sont sélectionnés pour réaliser les travaux. Donc, au niveau du bruit, on parle de l'imposer. Il y a l'imposition d'utiliser des alarmes à large bande sur tous les véhicules lourds. Donc, ce sont une alarme qui produit un son à moins longue portée. Donc, c'est moins dommageable là, pour les gens qui habitent plus loin. Donc, l'utilité de l'alarme de recul est vraiment pour les gens à proximité de la machinerie. Donc, c'est une alarme qui est adaptée, qui commence à être de plus en plus répandue sur l'ensemble des chantiers qu'on va retrouver autant que privés que publics. On parle aussi d'imposer l'imposition d'installer des amortisseurs pour prévenir le claquement des panneaux bennes. Donc, ce sont les panneaux qui sont derrière les camions qui viennent souvent livrer de la terre ou du gravier. Donc, le refermement de ce panneau-là peut venir créer un claquement qui est très fort. Donc, on vient exiger des amortisseurs pour prévenir ce son-là. On a toute la mise en place de caissons ou d'enceintes acoustique là, autour des équipements qui pourraient être bruyants comme une génératrice, un compresseur ou d'autres équipements qui pourraient être utilisés là, qui produiraient un bruit constant là, sur une longue période. Au niveau des poussières, on a les exigences au niveau de la compaction et de la stabilisation rapide des surfaces qui sont dénudées.
Donc maintenant, je passerai la parole à mon collègue, M. Marc Desrivières, pour discuter des mesures d'atténuation au niveau de la circulation. Merci, Benoît. Alors, ce qu'on vous présente ce soir, hein, dans le fond, c'est 17 chantiers qui doivent se réaliser d'ici l'automne. Mais au moment où on réalise ces 17 chantiers-là, on a aussi 5 événements importants qui vont se tenir dans le quartier Limoilou. Et on a également la rue piétonne, la 3e avenue, qui va revenir à compter du mois de juin. Donc, on doit intégrer l'ensemble de ces activités-là avec un objectif de maintenir la meilleure mobilité possible dans le quartier. Donc, chaque chantier et chaque phase de chaque chantier font l'objet d'une stratégie de gestion de la mobilité. Et dans le cadre de cette réflexion-là, ça nous permet de fixer un peu le mode de réalisation et la période de réalisation d'un chantier. On va réfléchir à la notion de la mobilité entre les quartiers, mais aussi la mobilité dans le quartier. On va intégrer à ça les caractéristiques d'aménagement du quartier. Et dans le cas de Limoilou, on a une particularité, c'est la présence de la voie ferrée qui vient séparer en 2 secteurs Limoilou. Donc, la conséquence de ça, évidemment, c'est que comme chemin de passage de part et d'autre, il y a le chemin de la Canardière, il y a la 18e rue, il y a la 22e rue. Donc, il faut prendre en considération le fait qu'on n'a que 3 axes de traversée. On doit intégrer également dans notre réflexion toutes les composantes de la mobilité. Donc, les véhicules, les piétons, les vélos, le stationnement, le transport en commun, la livraison, mais également le déplacement des véhicules d'urgence. Il y a aussi certains besoins spécifiques qu'on doit intégrer parce que de part et d'autre de la voie ferrée, on a d'un côté l'hôpital Saint-François d'Assise et de l'autre côté, on a l'hôpital de l'Enfant Jésus. Or, il y a une certaine interdépendance qui existe entre les 2 établissements hospitaliers, et on a toute la dynamique également là, du déplacement des ambulances. Tout ça, une fois qu'on brasse tout ça, nous amène à fixer, je dirais, des conditions et prévoir des mesures d'atténuation sur le site du projet, mais souvent aussi en périphérie du projet. Ça nous amène à mettre en place une structure de coordination avec l'ensemble des partenaires et des donneurs d'ouvrages et de mettre en place une communication, je dirais, en continu à l'intention des résidents, des commerçants, mais également des visiteurs. Page suivante. On a 2 outils particuliers qu'on utilise quand on fait cet exercice-là. D'abord, la Ville a acquis une application informatique qui nous permet d'avoir une vision spatio-temporelle, donc une vision qui est sur le lieu des entraves, mais également dans le temps au cours de l'été. Et ça, c'est très intéressant parce que ça nous permet de faire une meilleure coordination entre les entraves et les partenaires. Ça nous permet aussi de faire un suivi des conditions qui sont imposées aux entrepreneurs et ça facilite le partage de l'information avec les policiers et les agents de stationnement. L'autre élément qui est important, c'est que la Ville s'est dotée d'un cadre réglementaire qui oblige tous les personnes et les entreprises qui veulent occuper la chaussée à se procurer un permis d'occupation de la chaussée. Et par le biais de ce permis-là, la Ville vient définir les conditions d'occupation de la chaussée. Donc, Limoilou ne faisait pas partie du territoire visé par le règlement. Il le fera cette année. Page suivante. Alors, si on regarde là, nos grands axes de mobilité, pensons à Canardière, Capucin, 18e rue, 1er avenue, on a toujours comme objectif, puis c'est ce qui est demandé aux différents entrepreneurs, c'est le maintien d'une voie de circulation par direction. Par contre, il peut arriver à l'occasion qu'il y a des fermetures complètes qui doivent être faites compte tenu de la nature des travaux à réaliser. Donc, lorsqu'il y a des fermetures complètes, on essaie de les coordonner l'une avec l'autre pour minimiser les impacts et elles sont habituellement, puis en fait, tout le temps, de durée variable. La première fermeture complète qui est importante, c'est celle qu'on fait sur le chemin de la le chemin de la Canardière
entre la rue Bergemont et le boulevard des Capucins. C'est une intervention de réseau technique et urbain, une intervention qui fait qu'on doit traverser du nord au sud la chaussée à 3 reprises là, pour construire des massifs de conduits. Donc, ces travaux-là vont se faire en juillet et en août. Et durant cette période-là, évidemment, le chemin de la Canardière va être fermé. Une fois cette phase-là complétée, il y a une phase suivante qui va se faire sur le boulevard des Capucins également, dans la partie là, qui est au nord de la 8e rue. Et tout ça devrait se faire, je dirais, là, au cours du mois de septembre. Sur le boulevard des Capucins aussi, plus tard, peut-être à partir du mois de septembre, mais aller peut-être jusque à la fin de l'automne, il y a une intervention en matière d'égout qui doit se faire encore une fois, sur le boulevard des Capucins, dans le secteur de la caserne de pompiers. Et cette intervention-là, dans le fond, il y a un lien avec un projet d'égout qui se fait également sur la 4e rue et la 4e avenue. Le projet Capucin se prolongera l'an prochain. On aura l'occasion d'en discuter en temps opportun. 4e intervention importante, on a la première phase du projet d'intervention sur la 18e rue, donc où on va reconstruire les infrastructures souterraines entre Cardinal Villeneuve et la 3e avenue. Et il y a également le Canadien national qui va entreprendre des travaux de démolition et de reconstruction du pont ferroviaire de la 18e rue. Projet qui devrait débuter au cours de l'été et qui va se poursuivre jusqu'en 2025 et qui vont se traduire au cours de l'été par 2 fermetures de 4 jours pour permettre la démolition du pont existant. Évidemment, on le verra tout à l'heure, ces interventions-là vont amener des ajustements au parcours du RTC parce qu'on sait très bien que le Métrobus 802 emprunte la 18e rue alors que le Métrobus 800 emprunte l'axe Canardière-Capucin. Sur les plus petites rues, page suivante, on a toujours l'objectif, puis c'est une spécification très claire, de maintenir la circulation locale. Donc, ça amène des fermetures partielles qui doivent être faites à l'occasion sur de courts tronçons. Ça peut nous amener à mettre en place des sens uniques, à retirer du stationnement, à créer des cul-de-sac. Donc, il y a une panoplie de mesures qu'on met en place. Ce que vous voyez là comme image, évidemment, là, ce ne sont pas des travaux qui se font nécessairement de façon simultanée. Tout ça va être étalé dans le temps au cours de l'été. Maintenir la mobilité et la sécurité, c'est l'objectif de base de l'intervention qu'on fait en matière d'entrave. Et pour ce faire, évidemment, on travaille sur le plan de la coordination et du séquençage des différents chantiers. Mais on a aussi une série de mesures, une série d'outils, si on veut, dans notre coffre, que ce soit la présence des signaleurs, la présence des policiers pour des zones problématiques. Mais également, il y a un suivi en temps réel qui se fait par le Centre de gestion de la mobilité intelligente ou à l'aide des caméras, du gestionnaire artériel, des panneaux messages variables, tout l'exercice de coordination qui se fait avec les partenaires, on est en mesure de suivre les chantiers et de procéder aux ajustements nécessaires. Et rappelons-nous que dans les clauses de mobilité qui sont imposées aux différents entrepreneurs, le maintien des corridors piétonniers et le maintien des corridors cyclables où il en existe, ça fait toujours partie des obligations qui sont données aux entrepreneurs. Je vais maintenant passer la parole à Martine Turgeon du RTC qui va vous parler des ajustements que le RTC va effectuer au cours de l'été. Merci beaucoup, M. Desrivières. Donc, du côté du RTC, effectivement, on va voir l'impact des travaux dans le secteur de Limoilou. Le RTC va devoir faire un détour. L'avantage du détour qu'on va faire, c'est qu'on va offrir une fiabilité de service, une stabilité dans le temps. Donc, on peut voir ici sur la carte le détour qu'on va devoir faire en orange. Le détour, par exemple, si on prend le Métrobus,
il va devoir emprunter, c'est la ligne verte au départ, donc le détour qu'on va devoir emprunter en orange. On peut parler de la première rue. Ensuite de ça, on va aller prendre du Fremont-Morency et Henri Bourassa. Donc, à ce moment-là, il va y avoir des arrêts de report en orange qui seront des arrêts accessibles pour les personnes à mobilité réduite. On parle des arrêts 2808 et 2771. L'avantage de ces arrêts-là, c'est ça, sont à une distance de marche d'environ 8 à 9 minutes. Donc, on parle de 650 à 700 mètres. Normalement, la distance interarrêt entre deux arrêts métrobus, c'est d'environ 500 mètres. Donc là, ça devient un petit peu plus long, mais ça va offrir une fiabilité de service, comme je vous l'ai mentionné. Donc, à ce moment-là, ça va toucher, entre autres, le détour en orange, les parcours 54 qui se rend jusqu'au Vieux-Québec, 133, 290, 800, 950 et 954. Le parcours 19 qui, lui, normalement termine ou débute au cégep, va devoir terminer ou débuter son parcours en bleu, qu'on peut voir les arrêts en bleu, 17,04 et 20,98. Donc, à ce moment-là, on parle d'une marche de 3 à 4 minutes pour atteindre le cégep. Voilà. Donc, pour ce qui est de la 18e rue, il va y avoir effectivement un détour également à faire là, pour ce qui est du Métrobus 802, entre autres. Les travaux sur la 18e rue vont toucher les parcours 3A, 4, 36, 802 et 936. On voit les arrêts de report en orange. Malheureusement, les arrêts de report ne pourront pas être disponibles pour les personnes à mobilité réduite. Et la distance de marche qu'on peut voir entre les arrêts sera d'environ 4 à 5 minutes. Donc, on parle de 350 à 400 mètres par rapport aux arrêts réguliers. Donc, voilà, c'est tout pour moi. Merci. Merci, Martine. Nous allons poursuivre et terminer la partie présentation de cette séance d'information par les communications et les relations avec la communauté. Donc, plusieurs actions de communication sont déployées pour vous informer et vous tenir toujours au fait de ce qui se passe sur le terrain. On commence par des séances d'information comme celle que nous vivons ce soir, donc dans l'encadré vert dans votre écran. On parle d'aller à votre rencontre. C'est le cas ce soir, ça a été le cas la semaine dernière aussi avec les commerçants de vos secteurs respectifs. Et on fait également quelques rencontres de proximité avec des parties prenantes là, qui sont très concernées par les travaux, donc pour arrimer le tout avec leurs activités. On déploie également plusieurs façons de faire pour aller vous donner l'information, donc pour que l'information soit à portée de votre main. Cette année, on va déployer de multiples infolettes de secteur. Donc, au cours des années dernières, vous aviez l'occasion de recevoir dans certains secteurs de la ville des infolettes qui venaient faire état des travaux, de l'avancement et tout ça. On a décidé de fusionner ça cette année avec des informations précises là, locales sur le tramway. Donc, vous aurez encore accès à tout ce qui concerne les entraves des chantiers, l'avancement des travaux, les différentes étapes et tout ça. Puis ensuite de ça, on va également vous en profiter pour vous informer là, sur des particularités locales de vos secteurs respectifs. On va continuer la distribution d'avis porte à porte, là, ce qu'on appelle les avis de travaux. Quand on arrive plus près du déploiement d'un chantier, là, on distribue des avis de travaux là, en version papier pour vous informer du phasage, des entraves, etc. On va nourrir également de plus en plus le web et les réseaux sociaux pour être en mesure de vous informer en temps réel de ce qui se passe pratiquement. Et bien entendu, il y a toujours la ligne 3.1 qui est disponible lorsque vous avez des questions. Sur le terrain, on garde le lien. Oui, donc avec des agents sur le terrain qui sont liés à des bureaux infochantier ou une brigade mobile infochantier. Donc, on va en parler un petit peu plus loin par la suite, là, mais ces gens-là sont joignables par l'entremise de la ligne 3.1, mais de façon spécifique, on peut les voir se déployer un peu partout sur le terrain quand il y a des chantiers majeurs. Sur le site des chantiers, on en profite pour faire de l'affichage, donc indiquer que certains commerces sont ouverts, par exemple, ou vous montrer de quoi ça va avoir l'air une fois que les travaux vont être terminés. On va poursuivre le tout également cette année.
Sur la page des grands chantiers de la ville cette année, on a vraiment rassemblé toutes les informations nécessaires, essentielles pour vous tenir informés, pour vous maintenir dans la boucle, pour être le plus proche possible de vous. Donc, ça vous permet de rester ainsi à l'affût des travaux. Les détails, bien entendu, sont disponibles sur cette page. Les divers abonnements aux infolettes et communiqués sont accessibles aussi dans cette page, les entraves à la circulation, etc. Donc, on a voulu vous faciliter la vie en rassemblant l'information sur une même page. On vient maintenant au service à la clientèle, donc au quotidien sur un chantier, ce dont je vous parlais un petit peu plus tôt, les agents info chantier prennent rapidement en charge les demandes et les requêtes des citoyens qui déposent des appels ou des courriels au service 311. Donc, on effectue des suivis personnalisés avec les commerçants, les institutions, notamment en ce qui concerne la livraison, l'accès au débarcadère, la signalisation, etc. On assure également les accès au déménagement. On le sait, hein, l'été, c'est la période des travaux, mais c'est aussi la période des déménagements au Québec. Donc, on essaie de s'assurer que ça se passe le mieux possible. On assure également l'accessibilité, la sécurisation des passages piétonniers. On gère les stationnements dans la rue et hors rue lorsque ceux-ci sont touchés. La collecte des matières résiduelles aussi, on s'assure que ça se passe bien. Puis, on distribue divers avis pour vous informer des travaux en tant que tels, des coupures d'eau lorsque ça arrive, malheureusement, des modifications à la circulation, etc. Et bien sûr, on prend en charge les plaintes et les signalements. Ce sera tout pour moi. On est maintenant rendu à la période de questions. Donc, Anne, je te recède la parole. Merci. Alors, merci aux présentateurs pour tous ces sujets. Alors, on est rendu à la période de questions sur les multiples travaux qui vont avoir lieu cette année. Alors, je vous rappelle un peu là, pour ceux qui se sont joints à nous, si vous souhaitez poser une question, là, on est en mode webinaire. Il y a deux façons de le faire. Si vous déplacez votre curseur en bas de votre écran, vous devriez voir l'outil Q&R. Alors, vous pouvez écrire votre question et je pourrai les lire, moi ou Daniel, on pourra les lire en direct. À partir du moment où on coche votre question, alors elle devient publique. Alors, les autres personnes peuvent la voir. Si ce n'est pas possible pour vous, alors vous pouvez aussi lever la main. Alors, une autre option là, qui se propose à vous. Alors, c'est sûr qu'on a plusieurs questions écrites avant de passer aux mains parce que les gens ont commencé déjà à écrire leurs questions, mais j'ai quand même pris en note là, les 3 personnes qui ont levé la main. Nous avons aussi une personne par téléphone ce soir. Alors, pas de souci, si vous voulez vous aussi participer et poser une question, alors on vous invite à faire l'étoile 6 pour rétablir votre son ou couper votre son. Et si vous voulez nous faire signe que vous voulez poser une question, alors faites l'étoile 9. Alors, pour lever la main, l'étoile 9. Et pour activer votre son, ça sera étoile 6. Sinon, alors, nous avons, si on a le temps, nous serons en mesure de répondre aux questions qui touchent davantage le lien avec l'insertion du tramway. Mais on va peut-être prioriser un peu plus les chantiers, là, vélo et tout ça. Là, on a plusieurs questions qu'on aimerait passer avant. Pour les questions particulières qui concernent votre propriété ou votre devant de chez vous, on va peut-être plus communiquer avec vous en privé pour voir quelle est votre problématique. Alors, sinon, vous pouvez faire le 311 si après la séance, vous avez d'autres questions. Et je vous annonce qu'au mois de juin, il y aura une séance qui s'intitule « Le tramway près de chez vous ». Alors, une formule très gagnante où on vous donne beaucoup d'informations pour comprendre l'insertion du tramway dans les quartiers. Alors, ce sera l'occasion aussi là, de vous informer de l'impact de l'insertion du tramway dans le quartier du Vieux-Limoilou et de Mézeray. Alors, j'arrêterai peut-être le partage de M. Mimo. Voilà, alors on peut voir tous les visages. Alors, je vais commencer tout de suite par quelques questions et ensuite, je passerai la parole à mon collègue. Alors, concernant vélo et mobilité active, dans cette thématique-là, on a M. Préfontaine qui demande en quoi consiste une intersection surélevée comme celle de la 8e avenue. Est-ce un léger dénivelé dans l'asphalte afin de stimuler la vigilance des automobilistes? C'est en plein ça. En fait, c'est qu'on vient remonter la rue au même niveau que les trottoirs. Un bon exemple à Québec, c'est l'intersection Raoul-Jobin près de la fabrique du Smoke Meat, là, pour ceux qui connaissent Saint-Sauveur.
c'est un des bons exemples. Fait, il y a une autre question aussi en lien avec ça plus loin, les fameux triangles. C'est de la signalisation qui vient avec ce type d'intervention-là où on met des espèces de ce qu'on appelle, nous autres, des dents de requin, là, ou l'animal avec des dents un peu pointues que vous préférez, pour vraiment montrer que l'intersection, il y a une surélévation, ça réduit la vitesse des véhicules et en même temps, ça permet aux piétons d'être au même niveau que le trottoir, donc de ne pas avoir à descendre et à remonter l'intersection. Merci Pascal. Restez en ligne car on a une autre question de Madame Céline qui demande pourquoi une question sur la 8e rue, alors pour la piste cyclable. Alors, pourquoi sur la 8e rue pour la piste cyclable, dans un sens, les cyclistes seront dans la rue? Elle trouve cela moins sécuritaire, alors que dans l'autre sens, les cyclistes seront au même niveau que le trottoir, ce qui lui semble beaucoup mieux. Bien, il faut voir ce qui a conditionné le choix de cet aménagement cyclable-là. Entre autres, le débit de circulation. On est dans une rue résidentielle où le volume de voitures est quand même assez faible. Donc, avec l'espace qu'on avait et les enjeux, entre autres, de déneigement, on devait faire ce qu'on appelle une chaussée désignée, donc avec des mesures qui vont diminuer la vitesse des voitures et le nombre de voitures sur la 8e rue, en plus de ce qu'on fait comme rétrécissement de la largeur de la rue, ça va permettre de ralentir davantage les véhicules. Donc, aussi du côté nord, on vient retirer le stationnement pour permettre cette chaussée désignée-là, donc pour donner vraiment l'espace nécessaire aux cyclistes pour rouler en toute sécurité avec, encore une fois, des débits de circulation qui sont vraiment de type rue résidentielle où on peut rouler aisément là, en vélo dans les secteurs, par exemple, de banlieue. Là. Puis toujours, et si on se déplace un peu sur la 8e avenue, là, j'ai Mme Turgeon qui demande est-ce que la piste cyclable de la 8e avenue entre la Canardière et la première rue sera bidirectionnelle comme celle qu'on va retrouver sur le tronçon Canardière 18e rue? Bien, sur ce tronçon-là, on va être un peu comme ce que je viens d'expliquer pour la 8e rue. C'est-à-dire que du côté en direction sud, on va être en chaussée désignée et en direction nord, on va être en piste cyclable au même niveau que le trottoir avec évidemment un marquage pour bien délimiter la piste et le trottoir. C'est la même chose avec des mesures d'atténuation de la circulation, des gonflements de trottoirs, etc. Ça me permettre de diminuer la vitesse et le nombre de véhicules qui vont circuler sur la 8e avenue, donc de permettre une circulation des cyclistes en direction sud, dans la rue, mais avec évidemment une signalisation puis un marquage là, approprié aussi. Là. Donc, et Mme Turgeon va communiquer avec vous là, concernant votre question là, pour vous envoyer les informations nécessaires de ce qui a été présenté à la soirée d'information sur ce tronçon-là du projet. Là. On a vos coordonnées. Merci. Encore 2 questions sur la mobilité avant de passer à une autre thématique. Alors, j'ai Mme Marie-Ève Gagnon-Paré qui demande où débute la voie cyclable sécurisée sur la 8e rue à l'est, vers le passage à l'est. Oups, ça a bougé. Où débute la voie cyclable sécurisée pour la 8e rue à l'est? À l'est, à la hauteur de la 3e avenue. Donc, on vient connecter les bandes, les bandes unidirectionnelles de chaque côté avec la piste de la 8e rue. On va rajouter un feu de circulation. On travaille aussi pour favoriser là, une meilleure sécurité de tout le monde. Puis avec l'ajout des gonflements de trottoirs, là, tout le monde devrait être en sécurité aussi pour traverser l'intersection. Alors, une dernière question pour vous, Pascal, et ensuite, je vous laisse prendre une gorgée d'eau. Alors, une question de M. Bissonnette. Vous prévoyez rendre la 8e avenue sens unique dans les environs de l'école Jean de Brébeuf et du cégep Limoilou, comme vos maquettes l'indiquent, en ajoutant une piste cyclable surélevée et en retirant plusieurs places de stationnement. Voici sa question. Prévoyez-vous tenir compte des nombreuses voitures de parents, camions et autobus qui doivent s'y stationner chaque matin et chaque soir? En effet, M. Bissonnette habite devant Jean de Brébeuf et il appréhende un risque de congestion élevé s'il n'y a pas d'accotement possible. Alors, sa deuxième question, c'est avez-vous prévu aménager un nouvel débarcadère pour éviter les longues files de bus et de voitures? Bien, actuellement, je pense qu'il faut se mettre en situation estivale, c'est-à-dire quand les bandes bidirectionnelles sont ouvertes actuellement du 1er mai
au 31 octobre. Donc, on maintient du stationnement du côté ouest, comme c'est la situation actuelle, et les bandes bidirectionnelles qui sont là deviennent des bandes à même hauteur que le trottoir. Donc, normalement, la situation actuelle va être la même que 8 mois par année, c'est-à-dire que la zone de stationnement va servir de débarcadère, mais on est en lien avec les écoles secondaires pour s'assurer que le trafic des étudiants et des autobus va se faire de manière aisée là, par rapport aux changements qu'on va faire dans le secteur. Là, mais on est en lien avec les institutions depuis le début du projet. On a fait beaucoup de consultations publiques aussi, soirées d'information. Donc, les gens sont avisés de ce qui s'en vient, puis on collabore avec eux pour s'assurer qu'on va avoir la meilleure façon de fonctionner possible. Merci beaucoup, Monsieur Laliberté. Alors, on va poursuivre avec 3 questions pour le RTC et ensuite, je céderai la parole à mon collègue. Alors, les 3 questions RTC. D'abord, on a la question de Madame Maude Laflamme-Lessard. Alors, je ne sais pas si j'ai loupé l'information, mais durant quelle période, donc de quand à quand, le Métrobus 800 sera-t-il dévié vers Henri Bourassa à cause des travaux sur Canardière, près du cégep Limoilou? Alors, si on pouvait répéter la période, ça serait parfait. Donc, à ce moment-là, nous, on va y aller avec la période des travaux. Donc, on va suivre les travaux, tout dépendant à quel moment les travaux débutent. C'est à ce moment-là qu'on va devoir donner les dates de déplacement. Mais sinon, sur nos outils numériques, on va avoir l'information disponible également. Parfait, merci. Madame Turgeon, on poursuit avec 2 autres questions. D'abord, celle de M. Tremblay qui demande comment le RTC va compenser le fait qu'il n'y aura plus d'arrêt accessible aux personnes à mobilité réduite dans le tracé temporaire de la 18e rue, sachant que le STAC n'arrive déjà pas à répondre à tous les besoins existants. Donc, en fait, on a regardé là, pour le détour de la 18e rue sur la 22e rue. Malheureusement, il n'y a pas de trottoir qui est disponible là, pour déployer la rampe d'accès. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça que ce ne sera pas possible d'offrir le service pour les personnes à mobilité réduite. Et on va devoir malheureusement référer aux arrêts d'extrémité du détour. Donc, soit au coin de la 1er avenue 18e rue ou à l'autre extrémité, là, au coin de Henri Bourassa et 18e rue. Parfait. Une dernière question, on va passer la réponse à mon collègue et parler justement des arbres. Alors, une question qui nous provient de Mme Laliberté. Elle voudrait savoir, les parcours 800 et 54 semblent bien loin des gens qui demeurent dans la partie au sud de Canardière. Devoir marcher jusqu'à presque la 24e rue est vraiment loin pour les personnes à mobilité réduite. Que prévoyez-vous pour tous les gens à mobilité réduite qui ne seront pas desservis par les déplacements du tracé 800? Les laissez-vous à eux-mêmes ou vous défrayez les frais de taxi? Donc, les parcours qui sont disponibles pour les personnes à mobilité réduite, il y a effectivement le 800, le 54, mais il y a également le 801. Le Métrobus 802. Donc, à ce moment-là, il faut faire des correspondances pour atteindre d'autres parcours. Donc, par exemple, si on prend le 800, on va devoir faire une correspondance avec le 802 pour atteindre le 801 qui va vous descendre là, plus près de la 24e rue. Merci beaucoup, Mme Turgeon. Alors, je vais laisser la parole à M. Leclerc et on n'oublie pas les personnes à main levée. On a pris vos noms en note. Là, je vous reviendrai plus tard. Donc, très bien. Donc, ma question concerne les arbres. À vrai dire, il y a plusieurs personnes. On a André Rodrigue, Charles Normand ainsi que Anne Robert qui souhaiteraient en savoir davantage sur les espèces qui seront plantées. Est-ce qu'on parle des mêmes espèces qui existent déjà dans le quartier? Est-ce qu'on parle d'une variété d'arbres pour éviter des problèmes comme la grille du frêne? Donc, on voulait avoir plus d'informations sur le type d'arbre qui sera planté le long des tracés. Bonjour. En fait, en ce qui concerne le choix d'essence, lorsque le site le permet, on va toujours privilégier un choix d'arbres à grand déploiement qui est préférable pour la lutte aux îlots de chaleur. On choisit aussi des arbres qui sont adaptés au milieu dans lequel ils vont être plantés, des arbres qui ont fait leurs preuves en milieu urbain à Québec là, et qui vont être performantes. Évidemment qu'on a un souci de biodiversité là, avec les différents ravageurs qu'on a eus là, dans le passé. Donc, on évite les monocultures et on va aussi éviter de planter des essences là, qui ont des pathogènes ou des insectes là, ravageurs connus
et qui sont incontrôlables. Très bien. On avait justement Nadine Forget-Dubois qui demandait si la lutte contre les îlots de chaleur était considérée. Je tiens elle souligne entre autres le secteur de la rue des Sables et de la 4e rue qui aurait énormément besoin de verdure depuis des années. Donc, si ça peut être noté, donc il y avait ce secteur-là qui était ciblé par une citoyenne. On a également Christian Etier qui demande, bonjour, y aura-t-il un plan de revitalisation des arbres abattus, par exemple, dons à des artistes, des ébénistes ou d'utilisation comme bois de chauffage? Alors, lorsqu'il y a des abattages d'arbres, comment est-ce que le bois, la matière est utilisée? En termes de valorisation, là, lorsque la qualité du bois, de l'arbre le permet, l'arbre peut être converti en bio pour du sciage. Il peut avoir aussi des produits d'ébénisterie qui peuvent être faits. Il y a eu des projets aussi de mobilier urbain là, qui ont été faits avec du bois urbain là, justement. Donc, quand c'est possible, on va faire la meilleure valorisation. Sinon, là, il y a toujours l'option là, de la transformation en copeaux là, pour les arbres de moins bonne qualité, si on peut dire, en termes de bois. Puis à ce moment-là, ces copeaux-là peuvent être utilisés là, dans les aménagements paysagers municipaux. On en donne aussi en grande quantité là, pour les jardins communautaires là, pour faire leurs aménagements autour de leur jardin. Très bien, merci beaucoup. Plaisir. Anne, est-ce que tu voulais poursuivre avec d'autres questions ou je peux moi-même changer de catégorie? Oui, tu peux changer de catégorie. Je vais juste prendre les mains levées. Je vais regarder l'heure à laquelle ils avaient levé la main versus les questions par écrit. Alors, j'accorderai la parole à Mme Marie Genet. Alors, je vais activer votre micro, Mme Genet. Vous pouvez réactiver vous-même votre micro, il n'y a pas de souci. Voilà, on va y arriver. Je vais vous demander de réactiver votre son. Alors, je rappelle là, si c'est étoile 6. Non, ça ne semble pas fonctionner, Madame Genet. Je vais revenir à vous lorsque je vais voir si votre son revient. Alors, en deuxième lieu, c'était Madame Baudry. C'est moi, ça. Voilà, je vous entends, Madame Baudry, c'est beau. On attend votre question. Oui, bonjour, c'est Nicolas Bureau, je suis le conjoint de Mme Baudry. Pas de souci. Donc, j'avais un questionnement sur le chantier. Donc, il va y avoir une insertion de tramway sur la 4e rue. Nous, on demeure entre la 3e avenue et la 4e avenue. Il y aurait éventuellement des vibrations associées au chantier. Il y a des réponses qui ont été données par rapport au passage du tramway lorsqu'il sera construit. Ma question est la suivante. Pendant le chantier, quel type de vibration on peut anticiper sur des bâtiments plus que centenaires et dont les fondations sont en pierre massive et dont les joints de mortier sont parfois refaits et parfois pas refaits? Je peux peut-être répondre à cette question-là. Là, effectivement, là, vous l'avez précisé au départ que il y a des études vibratoires qui ont été réalisées dans le cadre de l'exploitation du tramway, donc qui montrent un peu que va apporter là, le passage du tramway au niveau des vibrations. Puis ces études-là écartent là, les risques là, associés aux vibrations. Par contre, en termes de chantier de construction du tramway, il faut s'imaginer que c'est un chantier qu'on retrouve similaire, là, un chantier où on refait au niveau d'une rue. On refait les trottoirs, on refait l'ensemble des infrastructures municipales. On va refaire les réseaux techniques urbains. Donc, il n'y aura pas plus de vibrations qu'un chantier standard ville de Québec, par exemple. Donc, dans les exigences qui sont données aux entrepreneurs avant de réaliser ces types de travaux-là, il y a toutes vraiment des vérifications qui doivent être faites. Il y a souvent des images des fondations qui sont prises pour s'assurer que le chantier n'est pas venu aggraver une situation sur un bâtiment. Donc, ça va être fait de cette même rigueur-là va être faite par l'entrepreneur, le partenaire privé lorsqu'il réalisera les travaux du tramway. Donc, il faut s'imaginer que la ville fait des travaux régulièrement dans des milieux contraints. Là. Si on regarde là, les rues, par exemple, du Vieux-Québec,
où on regarde, par exemple, les travaux qui ont été faits dernièrement sur Dorchester, où on allait excaver jusqu'aux fondations des bâtiments. Donc, il y a des mesures qui sont prises là, pour s'assurer qu'on ne vienne pas aggraver une situation ou causer un dommage aux propriétés. Merci beaucoup pour votre question, Nicolas. Et désolé, Madame Genet, j'arrive pas à vous permettre de parler avec l'icône. Étoile 6, étoile 9 pour lever la main, étoile 6 pour votre micro. Sinon, le 311 pour poser votre question. L'équipe y répondra cette semaine. Là, je suis vraiment désolée. On va poursuivre avec Madame Marie-Ève Sanson avant de passer aux questions par écrite. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui. Oui, parfait. Moi, je suis résidente de la rue Bergemont. Pas mal, je vous dirais, à la hauteur, là, on va dire, coin Canardière, Bergemont. Fait que là, c'est sûr qu'après avoir vu les cartes là, pour les travaux qui vont avoir lieu, je dirais surtout au coin des Capucins et Canardière, c'est sûr que je vous avoue que j'ai un questionnement et une inquiétude par rapport à la circulation. Là, j'avoue que j'ai peut-être manqué une partie de la présentation, mais je me demande, en fait, il va-t-il avoir de la circulation qui va être déviée par la rue Bergemont? Parce que peut-être que certaines personnes qui travaillent pour la Ville de Québec ont déjà entendu parler de la rue Bergemont. C'est une rue déjà très problématique pour la vitesse. C'est 30 km/h dans le secteur et on a beaucoup de problèmes. On fait beaucoup de plaintes auprès de la Ville là, déjà depuis longtemps pour cette rue-là. Les gens roulent extrêmement vite parce qu'on se situe, dans le fond, entre Canardière et la 18e. Donc, c'est une bonne voie de transit pour les gens qui veulent éviter de passer par Henri Bourassa. Donc, c'est ça, ma question, c'est plus une inquiétude par rapport au secteur. Est-ce que j'imagine forcément que ça va être impacté vu la rue des Capucins qui va être barrée, là. Donc, voilà, ma question, c'est ça. Il va y avoir une déviation de circulation dans ce coin-là. Et aussi, je lance quand même l'appel parce que c'est sûr qu'on va rappeler cet été par rapport à la vitesse sur la rue Bergemont. Alors, dans le plan de gestion de la fermeture de Canardière et même de la fermeture des Capucins, il n'est pas prévu de diriger ou de rediriger les gens vers la rue Bergemont. Maintenant, physiquement, au moment où ça va être possible, ça peut arriver là, qu'il y ait des gens qui choisissent la rue Bergemont comme route alternative, même si on cherche à faire autre chose. Et si tel est le cas, ben, à ce moment-là, je vous invite à contacter le 311 puis on verra quelles actions on peut mettre en place pour s'assurer là, que le niveau de sécurité est acceptable sur cette rue-là. OK, parfait. Peut-être, je m'excuse, je vais peut-être juste finir ma question, mais au niveau de la circulation, elle va passer par où? Parce que, je veux dire, là, des Capucins de Canardière vont être barrés, donc les gens, j'imagine, vont devoir passer par la 18e. Alors, évidemment, au moment où on va fermer Canardière, il va se produire deux choses. Il y a des gens qui vont choisir, les gens qui arrivent, disons, par Henri Bourassa, qui vont choisir d'aller prendre l'autoroute du Frein, un peu comme le RTC nous présentait tout à l'heure, et de sortir à la première rue ou encore d'aller sortir vers le centre-ville. Il y en a d'autres qui vont choisir de circuler effectivement par la 18e rue, Première Avenue, Eugène-la-Montagne. Ce sont les axes là, où on est susceptible d'avoir le report le plus important. Parfait, merci. Merci, Madame Sanson, pour votre question. Alors, on poursuit avec les questions écrites sur les sujets de travaux, chantiers et nuisances. Très bien. Alors, on a Nelly Brière qui demande est-ce que les travaux du viaduc auront un impact sur les trains qui passent de la gare du Palais? Est-ce qu'on doit s'attendre à des interruptions de service? Donc, j'imagine que c'est valable pour le viaduc de Canardière tant que la 18e rue là, qui va avoir lieu cette année. Je peux répondre. Donc, Oui. dans les différents, pour intervenir sur le viaduc, il faut comprendre que ce n'est pas la ville là, qui réalise les travaux sur le viaduc, mais bien le Canadien national qui réalise ces travaux. Dans le cadre de Canardière, ils sont faits à la demande du bureau de projet pour l'insertion du tramway. Donc, le Canadien national a des règles assez strictes pour conserver sa fluidité ferroviaire, que ce soit les trains de marchandises ou les trains de circulation. Donc, c'est eux qui vont le gérer, mais les chantiers c'est de ce type de chantier-là. Vous allez pouvoir le voir, ils vont durer sur quelques saisons de travaux.
Donc, une des raisons Mhm. pourquoi les chantiers s'étirent un peu plus long que certains chantiers, ben, c'est justement pour garantir qu'il y a une circulation constante qui soit faite là, des trains, autant de marchandises que de passagers. Très bien, merci. Je poursuis avec des questions concernant le viaduc. Donc, on a Jacques Villeneuve qui demande sous le viaduc de la Canardière, le tramway sera-t-il au même niveau que le chemin de la Canardière ou est-ce qu'il se devra être abaissé pour pouvoir passer sur le viaduc? Donc, le profil de Canardière va devoir être abaissé là, pour permettre les dégagements minimaux du tramway sous le viaduc. Donc, pour le viaduc Canardière, on pourrait dire qu'il y a deux principales choses qui sont réalisées. Donc, on vient bonifier la circulation pour les piétons et les cyclistes de part et d'autre sur les trottoirs de part et d'autre de Canardière. Et on vient aussi faire un abaissement du profil pour permettre là, d'avoir les dégagements minimaux pour un tramway. Très bien. Concernant les accès, on a une question de Corinne Biolay. Alors, comment se fera l'accès au parc Ferland pendant l'été concernant les camps de jour? Peut-être que cette question-là s'adresse là, pour le chantier de la 8e 8e avenue. avenue. Là. Davantage, oui, effectivement. En fait, les accès vont être maintenus normalement en tout temps, là, à moins de cas exceptionnels, parce qu'il faut ouvrir une rue, mais on intervient rapidement pour la situation qui reste la moins longtemps possible. Mais dans ce cas-là, normalement, au Parc Ferland, cet été, il va y avoir un maintien des accès le plus souvent possible. En fait, peut-être en complément, là, Ouais. ce qui est demandé à l'entrepreneur, c'est de maintenir un trottoir sur la 8e avenue en tout temps dans le cadre de ses travaux et de s'assurer une traversée sécuritaire aux intersections pour l'ensemble des usagers. Alors, en face du parc, il est fort probable là, que vous verrez un signaleur qui va être là pour gérer là, les conflits potentiels entre l'entrepreneur, ses employés, ses équipements et les gens qui ont à se rendre au centre Ferland. Très bien. Puis sinon, j'ai plusieurs personnes qui posent des questions concernant les ruelles et l'enfouissement des fils. Donc, je vais commencer par la lecture de Mayra Baudry. Bonsoir. Est-ce que les travaux auront un impact sur l'aménagement des ruelles situées aux abords du tramway? Par exemple, est-ce que l'enfouissement des fils est prévu et est-ce qu'il y aura d'autres interventions qui pourraient être effectuées? Je peux répondre à la question. Premièrement, au niveau des fils, l'enfouissement des fils qui sont réalisés dans le cadre du projet du tramway, ce sont l'enfouissement des fils vraiment au niveau de l'axe du tramway, donc où le tramway va circuler. Donc, on ne vient pas intervenir sur soit des ruelles ou des axes, d'autres axes de part et d'autre. On a fait ces vérifications-là. Il n'y a pas d'impact là, au niveau des travaux qui seront réalisés pour le tramway versus les projets. Là. On sait qu'il y a beaucoup de projets de réaménagement de ces ruelles-là. Et il y a quand même eu une coordination là, avec les différents regroupements de ruelles qui sont rentrés en contact avec nous pour vérifier effectivement qu'il n'y avait pas d'impact. Il pourrait avoir certains petits travaux aux amorces de ces ruelles-là, étant donné que le chantier on aménage de façade à façade on le sait que dans le Vieux-Limoilou, les ruelles débutent immédiatement au niveau des façades. Il peut y avoir des légères interventions qui soient faites au niveau des amorces des ruelles, mais il n'y a rien là, pour l'instant qui indique là, on affecterait les projets de revitalisation des ruelles. Très bien, on a France Lavoie qui demandait justement est-ce qu'il y a des travaux dans la ruelle des oiseaux de passage entre la 4e et la 5e rue en lien avec l'enfouissement des fils et en lien avec les travaux du RTU. Est-ce qu'à cette hauteur-là, vous avez une idée ou c'est Oui, peut-être pas cette année? oui, c'est une question qu'on avait déjà répondu là, dans le cadre d'une autre présentation, une question qu'on avait reçue d'un citoyen. Effectivement, il y a une reconnexion électrique qui doit être faite, là, étant donné que on a des RTU qui passent sous la plateforme du tramway, sous la 4e rue. Et pour revenir se rebrancher au niveau d'un poteau et retourner en aérien, il y a une intervention qui doit être faite sur un poteau à proximité. Par contre, ce n'est pas une intervention qui est majeure, c'est une intervention en souterrain pour partir d'un réseau souterrain et le ramener en aérien. Très bien. Et pour le bénéfice de Fanny Giroux, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu comment va se faire le croisement entre une ruelle qui débouche sur le tracé du tramway? Juste, je sais que vous avez évoqué rapidement, mais pourriez-vous revenir un peu
là-dessus, là, comment est-ce qu'on agence la sortie d'une ruelle sur le passage du tramway? Ben, tout dépendant des ruelles, là, on n'est pas, la situation n'est pas similaire pour tous les ruelles. Si on regarde les ruelles situées au nord de la plateforme du tramway dans le Vieux-Limoilou, qui sont les ruelles situées entre la 3e et la 4e avenue. Donc, les accès ne seront pas changés. Ça va être toujours possible. Il faut juste s'imaginer que la circulation sur la 4e rue va être maintenant uniquement en direction ouest. Donc, ça peut changer les habitudes de circulation de certains utilisateurs, de certains propriétaires qui sont dans ces ruelles-là. Mais il faut se dire que l'insertion du tramway et les sens de circulation ont vraiment été réfléchis pour éviter toute circulation de transit là, dans les ruelles. Donc, on sait qu'il y a plusieurs ruelles dans le Vieux-Limoilou, là, donc c'est pour ça que je ne suis pas en mesure de répondre d'une réponse cohérente pour l'ensemble des ruelles, mais s'il y a des questions spécifiques sur des associations de ruelles qui souhaiteraient avoir de l'information, si c'est affecté, on est toujours disponible là, pour répondre à ces questions-là, de rentrer en communication avec la ville, là, soit via le 3.1, pour avoir ces informations. Très bien, merci. Ça complète le bloc que j'avais. Merci, M. Leclerc. Alors, on poursuit avec un autre bloc de thématiques, circulation et détour. Alors, M. Jean-Christophe Langevin qui pose la question, est-ce que le pavé sur le côté de la Canardière sera accessible à la circulation locale? Aussi, est-ce que l'aménagement sur la 4e avenue sera similaire avec du pavé pour les voies partagées? Tous les voies partagées qui sont construites dans l'insertion du tramway, si on parle des voies partagées du côté ouest de la 4e avenue, donc ces voies partagées-là seront effectivement en pavé de béton. Si on regarde la 4e avenue, par exemple, son insertion, le tramway sera axial au centre de la chaussée sur la 4e avenue. Du côté ouest, on aura des parties de voies partagées où on aura en pavé de béton. Et du côté est, on aura une voie automobile standard direction nord en pavage normal. Si on va sur Canardière, c'est la même chose. Les sections de voies partagées seront aménagées là, en pavé. Donc, il faut avoir vraiment la compréhension que si on parle voie partagée dans l'insertion du tramway, c'est toujours fait en aménagement de pavé de béton. Toujours sur Canardière, M. Mimeau, j'ai Mme Marie-Ève Gagnon-Paré qui pose la question suivante. Une fois le tramway en place sur Canardière, est-ce qu'il restera une voie de circulation pour les automobiles? Oui, il y a toujours des voies de circulation sur Canardière. Sur Canardière, c'est très long, là. Son insertion est différente de l'insertion du tramway, puis les voies de circulation viennent changer à différents moments. Par contre, si le départ se ferait, par exemple, sur Canardière à l'intersection de la 4e avenue, faut s'imaginer que dans cette section-là, de part et d'autre, on est plus en voie partagée. Lorsqu'on arrive au niveau de Capucin, là, on se retrouve beaucoup plus en plus standard. Le tramway se retrouve du côté sous le viaduc, du côté latéral, du côté nord, et on a deux voies de circulation de part et d'autre de Canardière à l'est de Capucin. Donc, tout en s'en allant là, plus vers l'est, il y a des changements qui se font comme ça. Donc, on reste comme ça jusqu'à Henri Bourassa. À partir d'Henri Bourassa, il y a des changements qui se font. Il y a des sections qui sont en voie partagée, des sections auto. Les automobiles vont toujours avoir accès quand même aux voies partagées. Par contre, c'est la priorité donnée aux piétons, aux cyclistes. Donc, les autos peuvent s'avancer là, avec une vitesse maximale de 20 km/h, donc tout en respectant les piétons et les cyclistes qui sont là. Il y aura là, des rencontres qui seront prévues plus spécifiquement encore là, sur l'insertion du tramway à venir là, dans les prochains mois. Donc, ça permettra de faire un autre, prendre encore du temps plus spécifiquement au niveau de la circulation. Donc, aujourd'hui, on n'a pas tous les images qui montrent l'insertion de la circulation et dans le Vieux-Limoilou et dans Mézeray. On l'a fait une première présentation en juin qui était vraiment de présenter l'insertion globale. Donc, on va revenir encore une fois un peu plus précis là, dans les prochains mois à ce sujet.
Oui, ça va être très apprécié. D'ailleurs, juste pour que Mme Catherine François n'ait pas loupé l'information, sur Canardière, là, entre le tronçon situé entre la 3e et la 4e avenue, donc ce n'est pas fermé à la circulation automobile, là. Non, entre la 3e et la 4e avenue, entre la 3e et la 4e avenue, ça deviendra un sens unique. Direction nord-est, je suis bien nord-est, là, mais en direction du Cégep de Limoilou. Merci. Puis, Mme Gagnon se posait la question, surtout pour les commerçants, est-ce qu'il y aura des mesures d'atténuation pour réduire les nuisances causées par le détour routier et pour minimiser l'impact de la réduction des stationnements pour les commerçants, justement là, sur la section du chemin de la Canardière, puisqu'on ne pourra plus avoir la circulation aux automobilistes, plus les travaux aussi qui vont avoir lieu, là. Bon, au niveau des commerçants, on n'a pas fait le point aujourd'hui. Si je le prends plus large, étant donné que là, c'est une question plus qui touche les commerçants, là, on avait une section, on a rencontré les commerçants en début de semaine, je crois, à la fin de la semaine dernière. Et il y a un programme d'aide là, qui va être donné là, pour les commerçants, là, comme on a retrouvé dans les différents chantiers majeurs de la Ville de Québec. Que ça s'est fait dans le quartier Saint-Roch, ça s'est fait ailleurs, ça s'est fait sur la rue de l'Église. Là, je crois que c'est les premiers projets d'aide aux commerçants qui étaient donnés, où il y aura des mesures que les commerçants pourront avoir là, pour faire s'il y aurait des pertes de revenus ou quoi que ce soit. Ça, c'est un volet que moi, je connais moins, étant donné que ça touche les commerçants, mais c'est de quoi qui est disponible. Puis cette information-là est disponible au niveau de la ville ou est disponible là, à même probablement la présentation qui a été faite la semaine dernière, qui est disponible en ligne, là, que les gens pourraient se référer, où on a des diapositives qui expliquaient bien quel était là, ce programme d'aide aux commerçants et aussi un programme d'aide qui est fait aussi pour les SDC. Donc, ensuite de ça, au niveau de la circulation, c'est sûr que là, je ne me souviens plus exactement quelle était la question, là, mais c'est sûr qu'il va y avoir certaines entraves. Les entrepreneurs doivent garantir l'accessibilité au commerce, doivent garantir l'accessibilité aux résidents. Donc, ça fait partie là, des mesures qui sont données aux entrepreneurs pour assurer l'accessibilité au commerce, que ce soit de l'affichage qui soit ajouté sur le chantier, comme ma collègue a mentionné tout à l'heure, pour donner là, de montrer que les commerces sont toujours ouverts malgré les entraves qui sont présentes là, durant des travaux à proximité. Merci. Puis, on a mentionné l'information tout à l'heure, M. Laliberté, vous l'avez mentionné, mais je voulais juste être certain que M. Jean-Christophe Langevin ait entendu, là. Il a vu des aperçus en 3D, qu'il y avait des triangles au sol pour les priorités, comme on voit en Europe. Alors, il se pose la question, allons-nous commencer à avoir cette signalisation à Québec? En fait, c'est pour identifier la surélévation en amont pour que l'automobiliste voit bien que la rue remonte légèrement. Donc, c'est une signalisation qui est normée, qui existe déjà à Québec, là, comme j'ai mentionné, entre autres, là, dans le coin de la fabrique du Smoke Meat dans Saint-Sauveur, là, sur Raoul Jobin. On le voit bien. Donc, on va ce genre d'intervention-là, dans le type de milieu qu'on travaille actuellement, par exemple la 8e avenue ou la 8e rue, quand il y a une intersection notamment qui a un lien avec une institution scolaire, on essaie le plus souvent possible d'en mettre. Merci beaucoup, M. Laliberté. On poursuit avec 3 questions de Émilie Rochefort. Alors, je vous l'ai dit peut-être en rafale, là, vous avez au moins 2 personnes qui vont pouvoir répondre. Si la Canardière et la 18e rue sont bloquées tout l'été, par où prévoyez-vous dévier le trafic, considérant que la rue la plus près, la 22e, est une rue avec une école primaire et un parc pour les enfants, en plus de loger plusieurs familles? Est-ce que quelque chose sera prévu pour éviter le transit automobile sur la 22e rue et assurer la sécurité des résidents? Il y a une partie de la circulation qui va se détourner par elle-même vers, entre autres, Henri Bourassa et l'autoroute du Frein. Par contre, je vous ai parlé tout à l'heure de séquençage des travaux et on a travaillé très fort, puis on va continuer à travailler très fort pour s'assurer que s'il y a un chevauchement de fermeture sur Canardière et sur la 18e, bien que ça se fasse pour de très, très courtes périodes. Actuellement, le seul moment où on voit un chevauchement, ce serait
2 fois 4 jours, donc du vendredi au lundi soir, pour permettre la démolition du pont de la 18e rue. Autrement, il n'y aura pas de chevauchement. Merci. Puis, M. Desrivières, on avait quand même M. Laliberté puis M. Allison concernant les arbres, les saillies de trottoir. Alors, Mme Rochefort, je vais vous poser les deux questions, là. Alors, elle demande, plutôt que d'abattre un arbre, est-il possible de les donner aux citoyens? Première question. Et pour le projet de la 8e avenue, si les arbres sont prévus pour les saillies de trottoir, pourquoi à certaines places, des lampadaires ont été posés à la place prévue pour l'arbre? Et elle donne exemple au coin de la 22e rue et de la 8e avenue. En ce qui concerne la première question, là, à savoir si l'arbre est déplaçable ou transplantable, il y a déjà une destination qui est prévue là, pour ces arbres-là. Donc, dans certains cas, ils vont se retrouver là, devant des parterres de résidents. Dans certains cas, ça peut être dans des lieux publics. Donc, du moment que l'arbre peut se déplacer, on parle d'arbres jusqu'à un maximum normalement d'une quinzaine de centimètres de diamètre, on leur trouve une nouvelle destination, là, idéalement à proximité du lieu de prélèvement. En complément, Pascal, pour la question sur la saillie de trottoir. Oui, bien, c'est sûr que dans la majorité des cas, on essaie de mettre des arbres dans nos saillies, mais quelquefois, notamment par rapport à une intersection, il faut conserver la visibilité des cyclistes et des piétons. Donc, et aussi avoir un plan d'éclairage approprié. Donc, je vois un peu où vous parlez, là. Peut-être que le choix qui a été fait entre les différents objectifs, ben, dans ce cas-là, ça a été l'arbre va aller un petit peu plus loin et on va aménager une intersection plus sécuritaire pour que l'ensemble des usagers soient bien vus et voient aussi les autres autour. Merci. Puis, on serait rendu à la dernière question de ce bloc de circulation et détour. Alors, M. Pierre Grommer, alors, il nous remercie pour cette présentation complète. Il s'intéresse à la situation de la 18e rue entre 2025 et après la fin des travaux. Peut-être que c'était plus entre 2023 et après la fin des travaux, mais qu'importe. Avez-vous réalisé une étude sur les conséquences de la fermeture des 2 voies de la Canardière sur la circulation automobile et des camions sur la 18e rue? Si vous prévoyez qu'elle augmente, qu'avez-vous prévu pour atténuer les conséquences négatives de cette circulation sur la qualité de vie des résidents? Aujourd'hui, elle produit beaucoup de pollution de l'air et de la pollution sonore. Les camions sont bruyants, notamment à cause du bruit produit par les freins moteurs. C'est plus une question pour M. Desrivières. Oui. Alors, évidemment, il y a une étude de circulation, là, une étude de déplacement qui a été réalisée pour mesurer les impacts qui découleront de l'implantation du tramway sur le chemin de la Canardière. Je le disais tout à l'heure en introduction, il y a une particularité dans le quartier Limoilou, c'est qu'il y a une voie ferrée qui sépare le quartier en deux du nord vers le sud. Conséquemment, il n'y a que 3 points de traversée entre la Première Avenue et Henri Bourassa, Canardière, 18 et 22. Alors évidemment, ce que les simulations nous montrent, c'est qu'il va y avoir une augmentation des débits de circulation sur la 18e rue. Une augmentation qui peut être relativement importante. Là, on parle d'environ 50%. Alors évidemment, une fois qu'on a ce constat-là, on doit travailler sur, premier objectif, c'est de s'assurer qu'on a le niveau de sécurité optimal dans un contexte comme celui-là. Donc, le projet de réaménagement va nous permettre de rétrécir légèrement la chaussée, mais aussi de sécuriser les intersections où il se produit là, depuis quelques années un nombre plus important de collisions. Pensons à 8e Avenue, 4e Avenue, mais également Cardinal-Villeneuve. Donc, il y a un feu de circulation qui va s'installer à Cardinal-Villeneuve. Le fonctionnement aussi des feux va être modifié. La durée des traverses piétonnes va être augmentée également. Donc, on cherche à donner à cet axe-là, je dirais, une fonction de mobilité qui est un peu différente de celle qu'on connaît aujourd'hui, mais force est de constater que compte tenu de son rôle dans le quartier, de la présence de la voie ferrée, il y aura une augmentation des débits qui, malheureusement, va être observée à cet endroit-là. Merci, M. Desrivières, pour la réponse.
Alors, on poursuit avec Daniel Leclerc pour la lecture de d'autres questions. Oui, on va retourner un petit peu en mobilité active. On a Marie-Ève Garon-Paré qui souhaite savoir où débute la voie cyclable sécurisée sur la 8e rue à l'est, vers le passage Anderson. On a peut-être été rapidement, mais elle ne fait pas toute la 8e rue. Par où commence le tronçon de la 8e rue qui est avec les aménagements cyclables? En commençant à l'est, on part de la 3e avenue et on s'en va vers l'ouest jusqu'à la rivière Saint-Charles. Donc, on connecte les bandes cyclables de la 3e avenue avec l'aménagement cyclable qu'on va faire sur la 8e rue, en ajoutant, entre autres, un feu de circulation pour sécuriser les mouvements de tout le monde à cette intersection-là. Très bien. On a Martin Giguère qui pose également une question. Est-il envisagé, de changer le centre de la circulation à sens unique au niveau de la 8e rue entre la 4e avenue et la 6e avenue? Ça, je laisserai M. Desrivières répondre. Actuellement, ce n'est pas envisagé. Cependant, je vais faire la précision suivante. Il y a une équipe de travail là, qui va se mettre en place prochainement et qui va travailler sur un plan de déplacement local pour accompagner les travaux du tramway, mais également la phase d'exploitation du tramway. Donc, c'est l'occasion où on va réfléchir ensemble, je dis ensemble parce qu'on va associer les conseils de quartier dans la démarche. On va réfléchir ensemble là, sur toute l'organisation de la circulation à l'intérieur du quartier, tous les aspects de stationnement, déplacement piéton, déplacement vélo. Et dans le cadre de cet exercice-là, on pourra se questionner si c'est opportun ou pas de modifier la direction de la circulation sur la 8e rue. Très bien, merci. On a une question de Vicky Pouillotte. Étant donné l'élargissement des pistes cyclables, avez-vous déterminé quels sont les véhicules électriques qui pourraient circuler sur les pistes cyclables, par exemple les motos électriques, les trottinettes et compagnie? C'est une excellente question. Et c'est pas juste dans le cas, c'est l'ensemble du réseau cyclable. Il y a beaucoup de citoyens et citoyennes qui nous sollicitent actuellement. En fait, la question est un peu complexe. Je vais essayer de bien y répondre. C'est qu'actuellement, il y a une espèce de flou par rapport à quel type de véhicule, quel type de machine peut être utilisée sur le réseau cyclable en fonction soit du Code de sécurité routière ou de la réglementation en fonction du ministère des Transports et la nôtre. Donc, on se regarde un peu puis on dit, qu'est-ce qu'on peut faire sur notre réseau? Qu'est-ce qui peut rouler sur le réseau du ministère des Transports? Et là, par rapport à ça, il y a des discussions actuellement au ministère des Transports, à la Société d'assurance automobile du Québec, en collaboration avec nous pour justement clarifier cette situation-là. Là, on est là-dessus dans les... Je vais vous donner de date exacte, là, mais c'est en train de se réfléchir. Là. Il y a plusieurs villes qui commencent à prendre des initiatives. Puis nous aussi, on va s'aligner là-dessus là, dans les prochains mois, prochaines années. Là. Très bien. J'en profite pour lire une deuxième question de Vicky Pouillotte. Alors, lorsque vous parlez d'une sortie de vapeur dans Mézeray, en quoi ça consiste? Donc, je crois que c'était les interventions sur le boulevard Montmorency et Canardière. Oui, je pense qu'il y a un intervenant là, qui est présent sur la ligne qui s'occupe de la conduite de vapeur, Jean-Félix Péloquin. Jean-Félix Péloquin. Je ne sais pas si... Yes. Merci, Jean-Félix. Ça fait plaisir. Bonsoir. En fait, on parle de deux conduites d'eau chaude pressurisée qui débutent du Centre de valorisation énergétique qui vont aller rejoindre l'hôpital, le NCH, afin de pallier au chauffage et la production de vapeur à l'hôpital une fois que ça va être mis en service là, aux alentours de la fin 2025 et 2026. Et nos travaux sur le boulevard Montmorency débuteront là, cet automne pour traverser ensuite Canardière et se poursuivre en 2024 jusqu'à l'hôpital. Donc, j'espère que ça répond à la question. Très bien, merci. Je poursuivrai avec une question s'adressant davantage au RTC de Laurence Giroir. Pour ce qui est des heures de bus, est-ce que l'offre sera réduite en termes de fréquence des passages ou elle sera maintenue? Par exemple, le 54 qui passe déjà aux heures seulement une bonne partie de la semaine. Donc, est-ce qu'on parlait des détours et tout, mais qu'est-ce qu'il y en est de la fréquence? Donc,
l'offre sera maintenue. Il n'y aura pas de diminution de fréquence. Par contre, je veux juste préciser par rapport au parcours 54. Donc, il y a un 54 qui, comme destination, se rend dans le Vieux-Québec et il y a un 54 qui, lui, normalement, termine au cégep. Donc, pour ce qui est le 54 qui se rend jusqu'au Vieux-Québec, lui, il est aux 15 minutes lorsqu'il est en service. Sinon, pour ce qui est du parcours 54 qui termine au cégep, lui va plus terminer près de l'Enfant Jésus, donc dans le secteur de la rue Villebon, de Vitré, dans ce secteur-là. Donc, il n'y a pas de diminution de fréquence là, concernant ce parcours-là. Le jour, il va devenir aux 30 minutes en dehors des heures de pointe et le soir, en soirée, il va avoir un petit peu moins de fréquence, mais il n'y aura pas une diminution d'offres de fréquence. Très bien. Merci beaucoup. Anne, je te laisse la parole. Oui. J'ai un problème avec ma super souris est trop vite pour moi ce soir. Je suis désolée. Alors, ça va être des questions un peu éclatées, désolée. Alors, je vais prendre les questions en rafale. D'abord, nous avons concernant travaux, chantiers et nuisances, Tiwa Kumana qui demande comment les vibrations lors des travaux seront contrôlées pour s'assurer du respect des seuils définis. Ouais, je pense qu'on a répondu là, en partie à cette question-là un petit peu avant. Donc, il y avait toute la notion deux volets, volet construction tramway, où on va s'assurer par les mêmes mesures qu'on prend là, pour s'assurer que les fondations ne soient pas affectées, les entrepreneurs qui ont à travailler dans le secteur. Puis, tandis qu'en exploitation du tramway, il y a des études vibratoires qui sont faites. Et les études vibratoires démontrent là, pas d'impact là, sur les bâtiments ou sur les gens qui habitent là, les quartiers à proximité du tramway. Merci beaucoup. Une autre question de Mme Fanny Giroux sur les ruelles. Est-ce qu'on pourra les utiliser pour les voitures? Et est-ce que les poubelles passeront dans les ruelles comme les poubelles ne seront pas accessibles si elles sont sur le chemin du tramway? Les ruelles ne seront pas désignées comme des passages, là, comme un passage à privilégier. Là. Les ruelles restent avec leur statut, leur même statut qu'actuellement. Au niveau de la collecte des matières résiduelles, ça va faire partie des discussions et des informations qu'on donnera lors de nos prochaines séances d'information. Il y a une réflexion qui est faite sur comment les gestions des matières résiduelles vont être faites dans l'ensemble des quartiers à proximité du tramway. Et je pense qu'on va être en mesure de donner plus d'informations à ce moment-là parce qu'il y a des cas qui sont plus uniques. Donc, on a des endroits qui sont qui ont des situations très particulières qu'on doit gérer d'une telle façon. Donc, on ne peut pas généraliser sur comment ça va fonctionner là, dans le quartier là, ou à différentes ruelles. Donc, mais on sait que c'est une préoccupation de différents citoyens. On l'a noté dans nos rencontres publiques précédentes, donc on va revenir là, avec des réponses à ces questions-là dans les prochains mois. Merci, M. Mimo. Puis là, on m'informe que l'outil questions-réponses est maintenant terminé, alors il est fermé. Alors, si vous tentez d'inscrire vos questions, ça ne fonctionne plus. On va vous inviter à faire le 3-1-1 pour suivre. Si vous avez d'autres questions, de faire le 3-1 pour qu'on puisse faire un suivi avec vous. Je vais terminer parce qu'on avait quand même pris des questions qui étaient encore inscrites dans notre cahier. Alors, si vous me permettez, là, je sais que les intervenants, je sais qu'il est tard un peu, mais je terminerai avec les 3 questions si vous êtes d'accord. Ça irait? OK, parfait. Merci. Alors, on a ensuite Mme Louise Caron qui voudrait savoir comment savoir où seront les arbres qui seront abattus. Monsieur Madison. Oui, bonjour. En ce qui concerne les abattages prévus là, dans le cadre des travaux là, 2023, là, lorsqu'il y a des citoyens concernés, il va y avoir des abattages sur les terrains privés. Les citoyens concernés là, vont être approchés là, sous peu là, parce qu'on sait que la saison de construction démarre bientôt, là, donc ils vont être avisés. Et sinon, là, lorsqu'on parle parce que dans le cas des abattages qui concernent les travaux préparatoires, là, du moins, là, il y a assez peu d'arbres privés qui sont prévus d'être abattus. Là. Donc, si on parle d'arbres municipaux, là, il y a toujours un marquage préalable là, qui est fait de ces arbres-là, là, généralement une semaine à l'avance là, à la peinture. Donc, c'est très
très visible là, normalement pour les résidents là, à proximité. Merci. Je peux peut-être Alors, juste encore deux. compléter, si Oui, ça ne bien dérange sûr. pas, là, au niveau de la coupe d'arbres, surtout dans la saison 2023, juste pour préciser, il y en a beaucoup qui sont affectés dans le cadre des travaux à proximité du viaduc du CN. Donc, on est sur des terrains privés, mais institutionnels, là, autant que ça soit sur le terrain d'Hydro-Québec, qui est un poste d'alimentation dans le côté de Mézeray et dans le Vieux-Limoilou, au niveau plus du cégep, là, il y a des arbres qui sont affectés à cet endroit-là, si on veut une localisation. Là. C'est sûr qu'il y en a d'autres, mais qu'en termes de terrain, des abattages d'arbres sur des terrains privés dans le cadre des travaux de 2023, les gens auraient sans doute été contactés. Donc, il va y avoir d'autres travaux qui vont se faire dans les prochaines années et au fur et à mesure là, que ça va avancer, les gens seront informés. Merci. Alors, on nous reste encore deux dernières questions. Puis merci à M. Crête. Où va se faire le lien entre la 801 et le tramway? Je vais laisser la parole à Isabelle Huard pour cette question. Isabelle Huard, qui est votre collègue au RTC. Merci, Mme Huard, d'être présente. Oui, bonjour. Tout à l'heure, Benoît, au début de sa présentation, vous a montré là, le tracé du tramway avec 5 pôles d'échange le long de son parcours. Donc, on peut penser, dans le fond, le point de connexion des parcours d'autobus du RTC sur le tramway, c'est un de ces 5 pôles d'échange-là. Celui du pôle Saint-Roch est directement dans la trajectoire du 801, donc devrait être le lieu de connexion du 801 avec le tramway. Merci beaucoup, Mme Huard. Dernière question. Mme Catherine Gagnon, qui trouve que la partie nord du nouvel hôpital, l'Enfant Jésus, commence à être loin de l'arrêt Canardière. Elle se demande si l'arrêt pourrait être plus près de l'hôpital. Je ne sais pas, Mme Turgeon ou Mme Huard. Ah, je peux peut-être y aller, là. C'est au niveau Oui. de la station du tramway qui se retrouve à l'intersection Henri Bourassa et Canardière. C'est sûr que lors des premières réflexions là, sur l'insertion du tramway dans la partie est de la ville, il y a différents scénarios qui avaient été regardés. Il y avait un des scénarios qui était d'emprunter la première avenue, aller sur la 18e rue. Par contre, ce scénario-là avait certains désavantages là, qui ont fait que le scénario où on vient emprunter Canardière sur ou pratiquement toute sa longueur a été privilégié. Donc, l'arrêt est situé à l'intersection, c'est l'arrêt de l'hôpital Enfant-Jésus, est situé à l'intersection de Canardière et Henri Bourassa. Par contre, il vient desservir aussi l'ensemble des institutions de santé, le CLSC, le CHSLD qui est à proximité. Il y a un grand terrain en stationnement qui sera peut-être un jour avoir d'autres usages sur ce terrain-là. Donc, c'est un lieu assez central et il faut comprendre aussi que la partie de la rue de Villebon qui est privée entre la 18e rue et Canardière, ben, sera là, la volonté, c'est d'avoir un lien piéton là, sécuritaire pour faire circuler les usagers de l'hôpital par ce tronçon de rue-là qui est privé, qui appartient là, aux institutions de santé à proximité. Merci, M. Mimeau. Alors, je rappelle aux personnes là, qui n'auraient pas eu le temps de répondre, qu'on n'aurait pas eu le temps de répondre à leurs questions, qu'on a l'outil 311 où vous pouvez aller poser vos questions. On a également la présentation qui va être mise en ligne ce soir ou demain matin, ainsi que l'enregistrement dans les jours suivants. Alors, si vous voulez réécouter la présentation, ce sera possible de le faire. Alors, merci pour vos questions, la générosité des réponses aussi des intervenants. Alors, je vais laisser le mot de la fin à Mme Maude Mercier-Larouche. Merci beaucoup, Anne. Ben, je termine rapidement. Écoutez, on a répondu, là, je pense, au-delà de 60, 70 questions, peut-être avec les questions qui ont été posées par les citoyens directement, verbalement. Je pense que vous avez eu bon nombre de réponses à vos interrogations. C'était l'objectif de ce soir. Évidemment, j'en profite pour remercier les équipes qui étaient là pour répondre à vos questions. Vous savez, ce sont tous des professionnels administratifs, donc faire cet exercice-là et de venir devant les citoyens, puis répondre à toutes les questions qui sont posées. C'est un exercice parfois qui demande quand même certaines compétences supplémentaires et ils le font avec brio. Alors, je tenais à
à les remercier, de même que les gens de l'interaction citoyenne aussi qui pilotent ces soirées-là. Donc, merci beaucoup à tous les citoyens d'avoir participé à cette séance-là. Comme Anne l'a si bien mentionné, vous allez pouvoir voir la séance de ce soir, la récupérer sur le site de la participation citoyenne. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas, le 3-1 est toujours là pour ça, pour toute interrogation, quelle qu'elle soit, et on s'efforce d'y répondre au maximum dans les meilleurs délais. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine séance s'il y a lieu.